Meta, Google et consorts, toutes ces régies d'achat d'espace publicitaire sont des enchères. Tout le monde se dispute les mêmes leads. Et c'est celui qui peut payer le plus cher pour un lead qui gagne le meilleur prospect. Je paye mon client tant que je suis rentable. Si j'ai les profits qui baissent, je vais commencer un petit peu par les Chinois, mais tant qu'en fait mon profit n'a pas baissé et que je vois sur mes tableaux en fait c'est vert, je peux continuer à payer. Il faut juste accepter de refaire 1 million de fois le même geste jusqu'à le maîtriser. Et en fait, c'est dans cette maîtrise qui est presque artistique des évidences et des basiques d'un business que se trouve la rentabilité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et pour ce faire, je suis en excellente compagnie. J'ai en face de moi Nolwenn Murer, fondateur et CEO de JeMeForme.io. JeMeForme.io, c'est une plateforme qui aujourd'hui est connue pour ses formations dans l'esthétique et en particulier la prothésie angulaire, on va en reparler. Et également, je suis en compagnie de Jérémy Coleman, qui est le fondateur et le CEO de Coleman Publishing, une entreprise qui aide les pros de l'accompagnement, les coachs, les experts, les thérapeutes à avoir plus de clients, tout simplement. Et pourquoi je tenais à les faire intervenir sur Structure ? D'une part, c'est que ça fait des années que l'on se connaît et ça me tenait à cœur d'enfin pouvoir les avoir ensemble sur Structure. Et puis aussi, ces 12 derniers mois, on s'est encore plus rapprochés et je pense que c'était vraiment le moment pour pouvoir vous les présenter sur le podcast et qu'ils vous partagent tout ce qu'ils vous ont à partager. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va creuser de sujets qui, pour moi, Jérémy, Nolwenn, vous êtes vraiment des experts du domaine. J'adore discuter ça avec vous. Les sujets, ce sont le marketing direct, les processus marketing, processus commerciaux, l'acquisition de manière générale, avec aussi, et c'est important de le souligner, un pilotage millimétré de vos business avec les chiffres. Donc oui, on va parler de maths, je pense, aujourd'hui. Moi, j'adore ça sur Structure. Souvent, ça hérisse le poil de certains, mais à un moment donné, il faut parler des choses concrètement. Donc voilà, je vous préviens, chers auditeurs, que niveau échange, ça va être du haut niveau. Et avant qu'on démarre dans le vif du sujet, je pense que si je peux vous demander d'édulcorer la présentation au sommaire que je viens de faire, ça serait vraiment chouette. Est-ce que Jérémy, tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur Coleman Publishing et ce que tu fais ? Avec plaisir. Moi, je fais ce qu'on appelle globalement du business en ligne, de l'entrepreneuriat web depuis une quinzaine d'années maintenant, avec foncièrement un démarrage avec un master en stratégie digitale, beaucoup de choses dans l'univers du blogging, ce qu'on appelle à l'époque social selling, mais en fait c'est du marketing direct sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure de mon aventure entrepreneuriale, je me suis retrouvé à travailler avec tout un tas de personnes différentes, avec aussi bien des grands comptes, des agences, de la sous-traitance, plein de choses, des dirigeants. Et je me suis rendu compte que là où je m'amusais le plus, là où c'était le plus agréable pour moi, c'était des gens qui étaient surtout dans l'univers du care et de l'expertise, donc des coachs, des thérapeutes, des experts, des consultants. Et en fait, j'amène 15 ans de marketing direct, de communication, de stratégie digitale, pour des personnes qui peut-être maîtrisent ça le moins initialement, mais qui auront le plus gros impact si on leur donne vraiment les bons outils pour se simplifier la vie. Et aujourd'hui, c'est ça que je fais. Coleman Publishing, c'est des programmes de formation, accompagnement, des événements, etc. pour aider les experts, coachs, thérapeutes à développer leur activité grâce aux réseaux sociaux essentiellement, avec des méthodes aussi simples que possible. Aujourd'hui, la boîte elle a 3 ans et demi, on est une trentaine dans l'équipe. On accompagne en ce moment un peu plus de 200 clients, et puis ça continue à avancer tranquillement. Et juste qu'on prenne la mesure, parce que quand on parle de business en ligne, les années, ça fait des décennies. T'as mis le doigt dedans en quelle année ? Mon premier blog monétisé qui a fait gagner de l'argent, c'était 2012. Mais avant ça, j'avais déjà fait des petits trucs. J'étais responsable d'un site d'info événementiel en Alsace. J'avais déjà monté un petit blog. C'était même pas WordPress à l'époque, fallait coder. Où c'était des chroniques juste un peu satiriques, un peu rigolotes. Donc je pense que mes premiers trucs business internet au sens large, ça devait être 2010. Ouais, ok.
Ça, ça- c'est vrai que j'aime toujours un peu refléter sur ça parce qu'aujourd'hui, on a un accès notamment à tout ce qui est business en ligne avec les outils, avec les programmes d'accompagnement dont tu fais partie qui n'existaient pas à l'époque. Et Non, pas du tout. peut-être Il qu'on en fallait se démerder, reparlera. Fallait se c'était plus dur. démerder. Ouais, exactement. Et c'est à cette période-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Mm. Toi, Nolwenn, de ton côté, je me forme.io. Raconte-nous Yes, l'aventure. tu l'as très bien résumé. Ce qui est important également, c'est de prendre en compte que moi, je m'adresse aussi à des passionnés. En fait, j'aime bien les formations passion. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des gens qui sont passionnés pour partager leur savoir à d'autres personnes qui veulent vivre également de leur passion. En fait, donc on a choisi l'esthétique parce que bah, c'est une niche qui est très grande, qui est très avec énormément de domaines. Donc aujourd'hui, on a prothésie angulaire. Demain, on va avoir ce qui va être du lash artist, donc pose de cils, etc. Mais c'est vraiment pour des personnes qui euh, veulent créer leur activité, pas encore la développer. Nous, on est vraiment tout en haut du tunnel. C'est voilà, vous êtes peut-être infirmière, caissière ou plein d'autres métiers aujourd'hui qui sont plus des métiers un peu aujourd'hui, enfin, peut-être pas infirmière, mais on a beaucoup de personnes qui sont dans des métiers où elles se sentent qu'elles n'avaient pas le choix de le faire. Et aujourd'hui, elles ont 35 ans et elles veulent enfin s'écouter elles-mêmes en fait et pouvoir vivre de leur passion parce qu'elles ont l'habitude de faire ça avec leurs copines, etc. Et elles veulent professionnaliser leur savoir. Donc on transmet cette compétence avec des, euh, des professeurs qui sont tout simplement professeurs et mentors qu'on recrute et on leur propose, OK, vous êtes passionné, vous adorez ce que vous faites, on fait la technique, vous faites la compétence. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, merci Nolan de partager ça parce que c'est vrai que cette industrie euh, qui aujourd'hui prend le nom de la créateur économie aussi, enfin c'est Mm. déjà présent depuis longtemps, mais c'est un marché. J'écoutais encore une vidéo hier d'un Américain qui disait que dans 3 ans c'est 500 billions dollars l'industrie. Alors je sais plus si c'est le marché américain ou global, mais déjà c'est énorme. Et c'est vrai que toute cette éducation, le fait de transmettre, que ce soit à la fois une expertise, un savoir-faire et une passion, bah, c'est un marché qui est juste énorme. Et toi, Jérémy, bah, tu accompagnes, notamment sur le marketing, sur le sales. Et puis toi, Nolwenn, tu fais pour et avec. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir les deux approches. Sauf si je me trompe, mais je pense pas mal résumer le truc. Ce qui est intéressant, Romain, c'est effectivement, je crois que c'est Goldman Sachs qui l'a mesuré que c'est un marché à 500, 600 milliards dans les prochaines années. Actuellement, on est à 250, 350, ils sont pas tous d'accord, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fait maintenant des mois, des années qu'on nous dit oui, la fin des coachs, la fin des infopreneurs, la fin de tout ça. Pas du tout. L'éducation en ligne, l'auto-éducation, elle est en plein essor. Mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est que le marché global, mondial de l'éducation, il n'est pas particulièrement en plein essor. C'est juste que le marché est en train de se scinder et que le monde de la formation en ligne au sens large est en train d'absorber les flux financiers du monde de l'éducation traditionnelle, alors pas de Harvard, HEC ou de la Sorbonne, hein, mais de toutes ces écoles et formations un peu intermédiaires qui étaient pas trop mal, mais sans plus, etc. Et c'est tous ces flux financiers-là qu'on est en train d'absorber vers nos métiers, vers Internet. Ouais, complètement. Mais tu mentionnes Harvard, alors je pense qu'il n'y aura aucun souci pour eux parce qu'ils ont tellement une image de marque depuis, je sais pas si c'est plus d'un siècle ou pas, mais c'est vrai que quand tu regardes, t'achètes, enfin, ton avenir, c'est pas parce que tu as fait Harvard que ton avenir, il est tout tracé. Alors oui, tu as le réseau, alors oui, tu as les compétences, mais à la base, ils prennent des gens très très bons et puis ils les rendent encore plus bons. Mais c'est vrai que du coup, l'éducation de manière globale, aujourd'hui, enfin, il y a vraiment un changement qui est celui de l'éducation en ligne. Et alors, je sais pas pour vous deux, parce que je sais que on se forme tous les trois énormément sur plein de sujets, notamment sur l'entrepreneuriat aussi. Est-ce que vous avez appris ça sur les bancs de, de l'école ou vous avez appris ça en ligne? Moi, quand j'étais en master, on m'a demandé de faire une campagne de communication pour un dossier. J'ai dit que sur un produit qui était destiné aux 20-30 ans, l'affichage, c'est peut-être pas le meilleur truc, qu'on allait utiliser des blogueurs. Ils m'ont répondu, c'est quoi? Voilà, donc ça répond à ta question. Ouais. J'ai eu, cela dit, des profs extrêmement brillants sur la créativité, sur le copy, sur le web marketing, etc. Mais bon, globalement, c'est pas les écoles qui te préparent à l'entrepreneuriat, hein. Tu mets les mains dedans, tu te formes plutôt aux États-Unis, un peu en Asie, et tu te démerdes, hein. Clairement, moi, j'ai pas appris ça à l'école. Moi, j'ai appris ça après ma première carrière, un peu sur le tas avec des bouquins et des formations. Parce que ce qui est important aussi de préciser, c'est aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir apprendre et on choisit avec qui on va apprendre.
Quand tu vas à l'école, en fait, le problème, c'est que tu as un prof, il t'a imposé. T'as pas de mauvais élèves, t'as que des mauvais profs, comme on dit, hein, c'est à ce qui paraît. Bah là, la personne, en fait, elle te voit, elle te trouve, elle apprécie qui tu es, elle apprécie ce que tu partages, et elle se dit, bah tiens, j'ai envie de continuer avec lui ou avec elle. Et c'est ça qui fait la force aussi de ce marché-là, c'est que bah, tu te différencies pas forcément par tes compétences, mais par qui tu es. Donc, si tu plais à la personne, tu as plus de chances de pouvoir l'obtenir en client aussi. Ouais, très clair. Allez, bah, je vous propose qu'on attaque sur le premier thème. Le- pour ceux qui nous écoutent, j'ai préparé 5 thèmes croustillants à discuter avec Jérémy et Nolwenn. Et le premier, c'est le thème des maths. Justement, la transition est plutôt pas mal, je trouve. Et des maths dans le business. Et ce que j'aimerais, à travers la discussion qu'on va avoir ensemble et vos apports, c'est de montrer l'importance de la rationalité dans le pilotage de la boîte et aussi cette rationalité dans le processus de décision. Et je sais que c'est quelque chose qui est clé, vous, dans le pilotage de votre boîte, vu les volumes d'une part que vous faites. Vous avez des Ferrari, donc il faut mieux regarder le GPS et avoir comment dire, les chiffres au compteur. Peut-être question un peu générale pour commencer. Je te propose, Jérémy, de démarrer. Puis de toute façon, dans tous les cas, c'est un échange. Mais toi, Jérémy, où est-ce qu'il y a des maths dans le business? Parce que dans pas mal de business de notre industrie, les maths sont complètement oubliées. En fait, déjà, il y a beaucoup de maths à partir du moment où tu fais de la publicité. Parce que la publicité, c'est je dépense 1 euro, combien est-ce que j'en gagne, à quelle vitesse, avec quel taux de marge, à quel niveau de certitude, est-ce que j'ai ce qu'on appelle des diminishing returns au fur et à mesure, diminishing returns, c'est-à-dire que plus je dépense, plus ma marge s'amoindrit proportionnellement. Et donc déjà, si t'es pas capable de faire des produits en croix à beaucoup, beaucoup d'endroits de ton entreprise, t'es pas bien du tout. Mais foncièrement, c'est une discussion qu'on avait eue avec Nolwenn justement à ton dernier événement M67. On est assis à table un soir, on discute avec tout un tas de gens, tout un tas de sujets, et à un moment on parle de publicité. Et il y a une personne qui est assise à côté de Nolwenn et moi, et c'est là qu'on s'est rencontrés du coup, et qui dit non mais là j'ai dépensé 1000 euros, j'ai gagné que 2000. Si c'est pour gagner 1000 balles, ça sert à rien. C'est pas ça exactement les chiffres qu'ils nous avaient énoncés, mais bon, c'était ça l'ordre d'idée. Et Nolwenn et moi, on se regarde, on fait mais t'as fait x2. Si tu dépenses 50, tu fais 100, mais là d'un coup tu viens de gagner 50. Et tu vois, les maths c'est des choses aussi simples que ça. C'est si t'es fort dans ces maths-là, tu vois que, ok, là dans ton expérience t'as gagné que 1000 euros, mais en fait ce qu'il faut regarder c'est que t'as fait un x2 de la somme investie en 7 jours, et que peut-être tu peux investir beaucoup plus, et gagner beaucoup plus du coup. Et ça, c'est les maths du business, c'est très simple. Hein. C'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, quels sont les multiplicateurs, quels sont les produits en croix, les pourcentages. Et ça s'arrête là, en fait. C'est des maths niveau primaire presque, ou début de collège. Ouais. Et tu vois, il y a deux choses par rapport à ça. Peut-être que Nolan, tu vas pouvoir réagir dessus. C'est là, il y a bah, déjà faire x2 sur 7 jours, c'est cool de rentabiliser. Alors peut-être que c'était des chiffres que tu as récupérés comme ça. Mais il y a aussi le fait que pourquoi, à ton avis, certaines personnes, vous voyez que vous pilotez le business avec les maths, ça marche, donc vous réinjectez. Pourquoi certaines personnes en fait se disent pas je peux réinjecter plus? Toi, Nolan, tu as un avis là-dessus? Bah, je pense parce qu'elles sont aussi dans l'émotionnel. Elles sont dans l'émotionnel alors que nous, on est dans la logique. Donc, on a su se détacher de cette partie-là. Bon, ça marche pas. Ah oui, c'est normal. Regarde, ici, il y a un problème. 1 plus 1 égale 3, il y a un problème. Il faut qu'un plus 1 égale 2. Si on reste trop dans l'émotionnel, on va être, ok, bah, on va être bloqué, on va pas comprendre, on va essayer de faire des modifications, mais on sait pas vraiment où modifier. Et puis après, comme l'a dit Jérémy, c'est, bah, tiens, j'ai fait 5 ventes, j'ai fait 1000 euros, j'ai dépensé 1000, j'ai fait 5 ventes. Ok. Mais tu as eu combien de personnes dans ton tunnel? Bah, j'en ai eu 10. Ok, donc tu as fait 50% de conversion. Sur les 10, t'as eu combien t'as investi combien? 1000. Ok. Oui, mais j'ai eu 3000 personnes qui ont vu ma publicité. Il fait, mais là, tu es dans l'émotionnel. Tu es en mode, ok, s'il y a 3000 personnes, je veux absolument que sur les 3000, il y en a au moins 2000 qui s'inscrivent, etc. Alors que si tu sais que les mathématiques, il faut aussi avoir des bases solides dans le sens où il faut avoir savoir ce qu'on cherche aussi. C'est ça qui est important avec l'expérience. On sait aussi ce qu'on va chercher comme chiffre. Euh, C'est donc, quoi les on chiffres, sait par exemple, que tu traques, toi, puis peut-être après si Jérém, si tu envoies des différents? bah, de toute façon, si on ne pas, c'est très important que là, on parle vraiment avec la publicité, parce que l'organique, ça va être complètement différent. Avec la publicité, ça va être très simple. Ça va être déjà le premier, ça va être le CPM, le coût par 1000. Combien je paye pour que 1000 personnes voient ma publicité. Ensuite, tu as ton CPL, le coût par lead. Donc, en fait, combien de personnes voient ma page et ensuite
me donnent leur email. Et le plus important, c'est vraiment pas le CPL, c'est le CPA, le coût par acquisition. Ou, ouais, le coût par acquisition, moi j'appelle ça, il y a le CPC qui est le coût par acquisition client, c'est plutôt le CPA, où là c'est OK, j'ai mis 1000 euros, j'ai fait une vente, j'ai fait une vente sur 10 personnes. Donc en fait, j'ai eu un coût d'acquisition client qui est de 100 euros. J'ai pas un coût donc, et c'est là ça va jouer. On peut avoir un coût d'acquisition client à 100 et un coût du lead à 80. Donc on paye 80 euros de client et ensuite, pardon, 80 euros le lead et on voit qu'on fait 100 euros le client. Et on peut avoir un lead à 2 euros, enfin trop bien, je paye pas cher, mais le coût d'acquisition, lui, il est à 800 balles. Il fait, wow, il y a un problème là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment, avec de l'expérience, en sachant quoi chercher, pouvoir faire des optimisations au fur et à mesure du discours commercial, du discours marketing, complexifier un peu le marketing dans le sens poser plus de questions. C'est bien d'avoir l'email et le numéro de téléphone, mais si ça a 2 balles, le lead, il n'est pas qualifié. Et c'est là qu'on va rajouter des questions de qualification pour aller chercher du lead un peu plus cher, mais plus qualifié, pour ensuite derrière le convertir. Ok, donc super premier brassage des différents éléments en termes d'acquisition. Toi, Jérémy, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes en plus de ça ou pas? Je traque essentiellement ces choses-là. Je vais regarder le taux de collecte des paiements. Tu vois, si j'ai une offre à 10 000, combien est-ce que j'encaisse le premier mois? Est-ce que c'est 8 000, 9 000? Enfin, c'était moyenne après. Hein. Je vais regarder le taux de litige et d'insatisfaction. Parce que si par exemple, alors actuellement j'ai pas le problème, mais je l'ai déjà eu par le passé, un sales qui fait des trucs extraordinaires avec des leads soi-disant extraordinaires et qu'il y a plein d'argent qui rentre de tous les côtés, mais en fait l'argent au bout de 15 jours il ressort, ou alors il part en frais d'avocat, en fait c'est qu'il y a un problème dans le bordel. Donc ça faut l'analyser aussi. Mais plus globalement, Nalwen il a mis le doigt sur un point hyper important, c'est que aux États-Unis, je connais des business dont le coût par lead, donc pour capter un email, hein, il est à 75 $. Le coût par call. C'est quoi, dans quel marché ça? Make Money. Make Money, ah ouais. Ouais. Le coût par call, il est de mémoire à 850 $. Pourtant, ils font 6 millions par mois avec 35% d'EBITDA, donc de profit avant impôt. Ce business-là, c'est le business de Cole Gordon, qui est aujourd'hui un des plus gros sur le marché américain dans nos industries. Mais en fait, combien tu payes ton lead n'a d'importance que quand tu es au tout début. Parce que tu n'as pas le choix, c'est la seule métrique que tu peux traquer correctement, donc c'est la seule que tu connais, donc tu fais ce que tu peux. Au bout d'un moment, quand tu es plus avancé, on va te donner accès à des outils qui coûtent cher, mais qui te permettent d'avoir une analyse beaucoup plus fine de tout ça. Et là, tu te rends compte que tes emails à 2 euros ne deviennent jamais clients, alors que tes emails à 25 euros que tu trouvais beaucoup trop cher te donnent des clients à 700 euros sur une offre à 5000. Et là, tu te dis, il faut payer mes leads le plus cher possible. Parce que Meta, Google et consorts, toutes ces régies d'achat d'espace publicitaire sont des enchères. Tout le monde se dispute les mêmes leads. Et c'est celui qui peut payer le plus cher pour un lead qui gagne le meilleur prospect. Et une fois que tu as compris ça, et que tu as les bons outils de mesure, et c'est pas facile, hein, il faut setup tout un tas de data boards, de choses comme ça. L'enjeu, c'est où est-ce que je trouve les leads les plus qualifiés, que je paye le plus cher possible, parce qu'ils deviendront clients vite et bien. Alors c'est marrant, parce que quand tu dis ça, les plus chers possibles, pourquoi pas les moins chers possibles? Parce est-ce qu'il peut y avoir aussi des clients que tu payes le moins cher possible et qui te rapportent le plus? Ouais. Ou c'est une fantaisie? Mon expérience personnelle me dit que si tu as payé un lead pas cher, c'est que personne ne le voulait. Je vois que là tu souris, t'es d'accord. Mais tu sais, c'est comme dans l'immobilier. Si c'est l'affaire du siècle et qu'elle est sur le marché depuis 18 mois et que le prix l'a baissé 9 fois, c'est peut-être que juste, c'est pas l'affaire du siècle. En fait, tu ne vois pas un truc que tout le monde a vu. Je rajoutais un point ultra important aussi avec tout ça, c'est que on maîtrise le système aussi. Cette partie-là, on l'a pas déléguée. Je pense qu'on y reviendra peut-être plusieurs fois aujourd'hui, mais ça, c'est un point, en fait, c'est inconcevable pour moi de donner ça à quelqu'un pour qu'il me dise quels sont mes résultats. C'est moi qui connais mes chiffres, c'est moi qui vais te dire OK, etc. Il va peut-être m'apporter une meilleure compréhension, mais en tout cas, ça, en fait, avant de le déléguer, je veux le maîtriser, mais par cœur, même si je suis pas fan à la base. Clairement, en fait, j'apprends à être fan parce que j'apprends et j'aime les chiffres quand ils sont positifs. Donc ouais, c'est vraiment ne pas déléguer cette partie-là, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner, je pense, parce que c'est. Tu sais que c'est encourageant ce que tu dis, Nolwenn. Parce que quand tu viens de me dire, à la base, j'aimais pas, moi j'étais persuadé que t'étais un fanat de ça.
comme Jérémy. Jérémy aussi, toi, t'aimais pas à la base ou Tu rigoles quand même, je faisais une crise d'angoisse au moindre tableau Excel. Horrible, je détestais. Et en plus de ça, il y avait des gens dans mon passé qui m'avaient convaincu que j'étais pas fait pour ça, etc. Alors qu'aujourd'hui, je lis des tableaux de chiffres avec des facilités déconcertantes à force de m'y être plongé. Alors attendez, moi je détestais. Je veux Les votre secret spreadsheets, parce que les- là, ouais, ouais. on est en train de nous écouter. On se dit, mais attends, moi j'étais comme Nolwenn et Jérémy avant. C'est quoi les éléments déclencheurs qui ont fait basculer le truc? C'est pas très compliqué, hein. C'est ce que t'aimes l'argent ou pas? Oui, je pense que c'est exactement ça. Si tu veux de l'argent, en fait, va là où il y a de l'argent. Et l'argent, il est dans les tableaux, en fait. L'argent, il est dans les maths. Donc, il n'est pas dans une page de vente. Il est dans combien a converti la page de vente. Euh, Mais tes clients heureux, parce que je sais que Romain, ton audience, ça c'est très important pour eux. Tu vois. Après, nous, chez nous, il y a plus des bourrins, tu vois. Mais chez toi, c'est très important. Les clients heureux et ton taux de satisfaction client sont aussi dans des tableaux Excel, hein. Moi, j'ai des tableaux Excel avec des automatisations qui me disent attention, ce client il a un décrochage, attention, ce coach il a un taux de satisfaction en baisse, c'est probablement qu'il a un problème et qu'il va pas bien et qu'il faut qu'on vienne l'aider. Attention, ce module, tous les clients butent dessus. Attention, à cette période de l'année, ils ont tous des mauvais résultats, il faut les aider, etc. Tu vois. Et ça, après, c'est des tableaux de data, hein. Tout à fait. Et alors, vous avez partagé quelques mots-clés que vous n'avez pas creusés, donc je vais vous les donner et vous allez rebondir dessus. On a parlé de churn, de diminishing return, de LTV, je crois aussi. Et à un moment donné, Jérémy, tu as dit, dans tous les cas, celui qui gagne, c'est celui qui peut acheter son client le plus cher possible. D'où LTV, d'où churn, etc., etc. Donc, de ce que j'entends pour l'instant, de ces trucs que vous calculez, c'est surtout la phase première transaction. Mais vous avez quand même une LTV qui est grande. Donc ça, c'est aussi une question qu'on nous pose souvent. C'est comment je peux savoir jusqu'à quel prix je peux acheter alors, un prospect ou un client, on va dire. Comment vous intégrez ça dans la vie du client? Tu veux y aller en premier, Nolwenn? Ouais. Je dirais en fait, enfin, moi, il est simple, hein. C'est est-ce que je suis rentable ou pas à la fin. Enfin, là-dessus, en fait, tant que je paye mon client, tant que je suis rentable. Si j'ai les profits qui baissent, je vais commencer un petit peu par les Chinois, mais tant qu'en fait mon profil n'a pas baissé et que je vois sur mes tableaux en fait c'est vert, je peux continuer à payer. Clairement, moi je suis quelqu'un de très pragmatique, très simple. C'est ok, ma formation elle est à 2000 balles, ma formation elle est à 2000 euros. J'ai mon coût d'acquisition, il est à 500 euros. Bah ok, je peux encore augmenter, tout simplement en fait. Tant que je suis pas à un coût d'acquisition qui est à 2500, je fais exprès de donner des chiffres un peu sortis du chapeau, mais pour moi, c'est la meilleure façon de réfléchir, c'est ne pas penser que pour dépenser 10 euros, comme c'était le cas il y a 10 ans, où tu dépensais que dalle et tu avais des marges qui étaient juste faramineuses. Aujourd'hui, forcément, le marché il est aussi en pleine maturation, je ne suis pas sûr que ça se dise, mais maturité, on va dire, maturité. On est obligé de payer plus. Donc, il faut accepter de payer plus pour avoir aussi des meilleurs clients et pouvoir aussi avoir ce schéma qui se répète tous les jours, 5 fois par jour. Et là, tu vois, 5 ventes tous les jours, ça te rassure aussi dans ton schéma. Après, foncièrement, juste connaître tes chiffres, tu vois, et LTV, Lifetime Value, donc combien un client va payer chez toi pendant toute sa durée de vie chez toi. Churn, c'est le pourcentage de clients qui se barrent tous les mois dans ton pool de clients et donc qui vont pas te donner des revenus récurrents. Et en fait, une fois que tu connais ces chiffres-là et ton coût d'acquisition par client, tu regardes en fait CAC sur LTV. Donc en gros, quel est le multiple que tu fais pour chaque nouveau client. Et moi, par exemple, je m'étais amusé à calculer l'autre fois. Chaque fois que je rentre un client, au sens large, c'est 1500 euros de profit avant impôt, mais après toute charge, pour mon entreprise. Et pour avoir ce calcul-là, en fait, j'ai regardé combien je dépense par mois, combien je rentre par mois, combien me rapporte un client en moyenne. Enfin, j'ai fait plein de calculs savants dans des tableaux Excel. Mais foncièrement, c'est ça le truc qui m'intéresse, moi. C'est, je gagne 1500 euros de profit avant impôt pour chaque client qui rentre. Et derrière, avec mes calculs, je peux savoir si ce truc-là, il monte ou il descend. Mais foncièrement, même s'il descend et que je passe à 1000, j'ai juste à faire plus de clients dans ce cas-là. Tant que je connais ces chiffres-là, je suis bon. Et en fait, ces chiffres-là, tu peux les connaître de plein de façons différentes, mais un truc très simple pour commencer, dans le cas de la publicité, parce qu'en organique, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, c'est différent. Publicité, on traque une métrique en publicité qui est le ROAS, Return on Ad Spend, les retours sur investissement publicitaire. En publicité, moi, je veux 1,5 de ROAS minimum à 30 jours et plus de 3 à 90 jours. Ce qui veut dire que même à 30 jours, je ne sors pas de l'argent qui ne rentre pas. Donc c'est pas moi qui joue à la banque. L'argent, il rentre aussi vite qu'il sort.
Et derrière, moi, j'ai 3 mois pour travailler mes leads, pour les rendre rentables. Et une fois que je sais ça, j'ai juste à améliorer plein de petits endroits de mon entreprise, en fait. Et je vais gagner de l'argent. Et si je gagne de l'argent, je peux recruter des meilleurs experts, des meilleurs coachs, des meilleurs responsables pédagogiques, des meilleurs customer care. Donc mes clients, ils sont plus heureux, donc ils ont plus de résultats. S'ils sont plus heureux et qu'ils ont plus de résultats, ils restent plus longtemps chez moi. Donc ils me donnent plus d'argent parce qu'on a aligné nos intérêts, et ainsi de suite. Quand tu parles de 30 jours, ça me fait penser qu'aux US, ils ont ces cartes de crédit où ils peuvent emprunter à 30 jours et de récupérer leur mise de départ à 30 jours, c'est comme une deadline pour être sûr de pouvoir rejouer dans la machine Ouais. au fur et Et à nous, mesure. on l'a aussi, nous, maintenant. Ouais. Meta, Meta ont créé ce qu'ils appellent la ligne de crédit Meta. Donc tu payes tes pubs à 30 jours seulement. Ok. Après, sinon, il y a plein d'entreprises qui mettent une American Express, quoi. Ouais. T'adoptes aussi ces stratégies, toi, Nolan, de ton côté pour, être Euh, pour les pour flux de réseau? l'instant, non, j'ai pas encore l'Amex. Ok. Ça va pas tarder là. Je suis encore C'est là trop to jeune. do. J'étais encore trop jeune en business l'année dernière pour l'avoir. Là, ça va arriver. Je suis impatient. Je suis curieux, vous avez construit comment vos tableaux? Ok, là on nous écoute, les maths hyper important. Je suis chaud là sur le CPM, sur le CPL, la LTV, le churn. Maintenant concrètement, comment je démarre en fait? Comment vous êtes lancé vous sur ces tableaux-là? Co-construit, template, comment vous avez fait? Moi, j'ai ouvert un Google Sheet. J'ai mis d'un côté du tableau CPM, CPL, CP machin, truc. Et tout ce que je voulais. Et dans l'autre axe du tableau, j'ai mis, je crois qu'au début, je mesurais par semaine. Là, actuellement, on mesure plutôt par mois. Mais bon, tu peux mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, tu fais toutes les semaines de l'année, pareil par mois. Et au début, en fait, j'allais moi-même, à la main, chercher chaque chiffre dans Google, dans mes trucs de paiement, dans mes machins, dans mes trucs. Je les mettais tous dedans. Les formules, c'est vraiment que des produits en croix ou des formules vraiment de base, addition, soustraction, multiplication, division. Et en fait, je regardais mes chiffres et comment ils évoluaient. Et en fonction de comment ils évoluaient, je savais sur quoi je devais travailler. Ok. Et tu penses que le fait de l'avoir fait à la mano au démarrage, ça a créé une sorte de routine d'habitude? Ça fait que tu les comprends, en fait. Vu que c'est toi qui as fait les formules, et que c'est toi qui les as observées, comment elles évoluaient dans le temps, par trimestre, par semestre, par an, etc. Bah, en fait, tu as une meilleure compréhension que si quelqu'un t'avait filé le tableau. Si quelqu'un te file le tableau, tu es capable de voir pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, plus ou moins, tu vois, c'est rouge, c'est vert, etc. Mais moi, chaque chiffre, je sais quelle est la formule derrière. Donc je sais quelles sont les métriques dans cette formule. Donc si par exemple mon truc il est en rouge, je sais quelles sont les sous-métriques à regarder. Puisque c'est moi qui l'ai fait la formule au début. Et aujourd'hui, je gère plus rien de tout ça, hein. Moi aujourd'hui, j'ai des gens dans mon équipe qui me donnent des tableaux et je les regarde avec eux. Mais pendant longtemps, c'est moi qui faisais tout à la main. Ouais. Moi, je suis persuadé que tu vois, quand Nolan, tu partageais le fait que vous êtes tous les deux au cœur de ça. Alors maintenant, vous avez soit l'équipe qui les remplit, soit même certainement, on va parler des outils, des automatisations pour le faire. Je suis persuadé que le fait de mettre de l'énergie chaque jour, de le remplir soi-même, ça me permet de comprendre. Moi, par exemple, là, je le fais sportivement parlant, quoi, sur les répétitions, à la salle, etc. Il y a aussi un petit côté fierté, un petit côté progression qu'on voit chaque jour, etc. Et ça donne envie de rejouer aussi. Le fait de le faire à la mano, au bout d'un moment, on a d'autres choses à faire dans le business. Parce que si on passe tous les jours à aller chercher dans chaque interface, Meta, Google, les chiffres. Mais je pense que c'est un bon conseil là, que tu partages là, notamment quand on souhaite vraiment commencer à se mettre dans les maths du business. Est-ce que tu as une approche similaire, toi, Nolan? 100%. Là-dessus, c'est non négociable en fait. Et je dirais que même que bah, tu n'automatises pas tant que tu comprends pas ces chiffres-là. Et surtout que plus tu vas le faire, plus si tu le donnes un jour à quelqu'un d'autre, tu vas voir l'erreur plus rapidement si elle est faite. Tes tableaux, en fait, tu vas, attends, je comprends pas, là on est à 5, 5, 5, et là d'un coup ça passe à 15. Ça va juste te flasher devant les yeux. Parce que tu as passé du temps à le faire, tu connais ton tableau, tu sais que s'il y a ce chiffre-là, à cet endroit-là, il y a dû y avoir soit un bug, soit il y a un énorme, un énorme problème dans le business. Donc, et ça peut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Euh, il faut rester dans la simplicité. Un spreadsheet avec autant de colonnes que tu veux, en base de données, avec par mois, par semaine, par mois. Au début, je conseille par jour. Ah, ok, après, au bout d'un moment, tu dis, ok, bon, je peux faire par semaine, et après, peut-être par mois. Mais c'est important que tous les matins, la première tâche à faire, je vais sur Facebook, je vais sur Google. Même moi, je le fais encore, hein. Je prends juste la somme que je dépense, je le mets dans le tableau. J'ai mon head of sales qui va mettre les chiffres de son côté. Et voilà, et je le fais 3 fois par semaine maintenant. Ça me permet d'être toujours dedans et de savoir exactement où sont mes chiffres et où est-ce que j'en suis.
Je peux donner un exemple aussi, comment le fait de faire tous ces trucs à la main permet de spotter les erreurs, tu vois. Il y a quelques années maintenant, on bosse avec un consultant sur YouTube Ads, donc nos publicités sur YouTube. Publicité sur YouTube, moi je sais, parce que c'était moi qui le pilotais pendant longtemps, qu'on n'a jamais été très très bon, tu vois, on a du mal à les faire marcher, etc. Mais surtout, vu que c'est moi qui ai tout fait à la main au début, je sais que dans mes tableaux d'analyse, en dessous de Google, en fait, ce qu'il y a en décomposition, c'est Google Search. Donc en fait, les gens qui tapent notre nom dans Google et qui voient une pub au lieu de voir tous les autres trucs. Il y a le retargeting des vues YouTube, donc en fait des gens qui étaient sur ma chaîne et qui, vu qu'ils étaient sur ma chaîne, ils ont vu une pub. Et il y a le YouTube Ads sur trafic froid. Il y a ces 3 trucs. Donc le consultant il démarre, on bosse, il fait des trucs et tout, et il vient au bout d'1 mois tout fier de lui en disant regarde, on a un ROAS, donc retour sur publicité, de 8, c'est extraordinaire, on est riche, entre guillemets, il me dit. Moi je regarde ça, je connais les chiffres qu'on a d'habitude, je me dis bon, soit c'est un génie absolu, soit moi je suis vraiment le dernier des imbéciles et j'ai jamais rien réussi. T'as penché sur quoi? Au début j'ai penché sur aucun des deux, mais soit il y a un truc qui déconne dans ce chiffre. Et donc je vais regarder ce chiffre, et puis forcément moi j'ouvre la cellule parce que je sais ce qu'il est censé y avoir dedans, et là je vois Search ROAS 17, normal, c'est des gens qui nous cherchent, ils veulent acheter, Retargeting ROAS 3,5, YouTube Cold ROAS 0,1. Et donc je retourne le voir très gentiment et je lui dis alors, tu me fais perdre de l'argent en fait, tu m'en fais pas gagner. Et ce qui te sauve là dans le tableau, c'est ce que moi je faisais avant. Qu'est-ce que tu me proposes pour régler ce petit problème? Et ça, si j'avais pas géré mes tableaux moi-même pendant longtemps, si je savais pas ce qu'il y avait derrière chaque donnée, tu vois, si j'avais pas été capable de dire derrière le ROAS Google, il y a ces 3 éléments, je l'aurais pas vu ça. Et j'aurais mis plus d'argent à un endroit où j'en perdais. C'est une superbe histoire qui montre l'importance de comprendre les rouages de tout ça. Parce que c'est vrai que tu dis c'est bon, c'est parti là, YouTube, sur du froid, on y va. Puis t'arrêtes l'organique tant qu'à faire parce que tu dis que c'est bon, il n'y a plus besoin d'en faire. Et ben oui, mais non. Toi, tu fais aussi du search, Nolwenn? On commence depuis 1 an, mais on est encore full SIA depuis le début, quoi. Hein, donc, par contre, ce que j'aimerais rajouter, c'est l'importance également de faire attention au niveau des chiffres. C'est Elon Musk qui en parle bien, c'est le the wishful thinking. J'ai pas la traduction en français. La pensée magique. C'est ça, là, parce que en fait, avec les chiffres, en fait, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et la preuve avec l'exemple parfait de Jérémy. Mais si, encore une fois, on connaît nos chiffres et qu'on se ment pas à nous-mêmes, déjà, ça, c'est important. Vraiment avoir le fameux BMW. Moi, c'est comme ça aussi que j'essaye. Moi, je fais même BMW 2W, c'est waouh et le worse, le pire cas, tu vois. Je veux vraiment le. Parce qu'en fait, ouais, c'est bien de penser quand tout va bien, mais c'est quoi quand ça va mal? C'est quelle est les métriques qui va nous dire que ça va mal, en fait? Je pense que c'est important de ne pas être que trop dans le. Qu'est-ce qui se passe si tout va bien? Ok, on rajoute vraiment ces métriques-là. Donc, vraiment faire attention à ça. C'est oui, si je fais x2 ou x3, x4, mais si je mets ça, etc., ça va être trop bien. Oui, mais bon. Restons dans la réalité, dans le concret. Est-ce que c'est vraiment possible? Et ça, il faut faire vraiment très attention. Peut-être là où j'aimerais vous emmener, c'est sur le processus justement de décision par rapport à ces chiffres. J'ai envie de te dire, quand tout va bien, ça peut paraître assez simple. On augmente tout ça, on met de l'essence dans la machine. Quand on n'a pas les chiffres qu'on souhaite avoir, ou ça commence à être rouge sur le tableau, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, ma question, c'est quel est votre processus de décision? À quelle fréquence vous les suivez? Quelle routine vous avez autour de ça? C'est quoi un petit peu là? On est une petite souris chez Coleman Publishing ou je me forme.io. C'est comment vous pilotez maintenant avec ce tableau de Moi, bord? je regarde tous mes tableaux tous les jours. Ça ne veut pas dire que je vais agir dessus tous les jours, mais je connais mes chiffres au quotidien pour pouvoir, en trame de fond, au niveau inconscient, connaître les tendances de mon entreprise. Si je me connecte 14 jours d'affilée et que je vois qu'il y a des chiffres qui se pètent la gueule, je vais avoir une petite alerte dans la tête et je vais aller demander des comptes aux personnes qui les gèrent pour savoir ce qui se passe. Mais plus globalement, en fait, c'est avoir un process d'analyse des datas. Donc je vais toujours chercher le chiffre le plus proche de celui que je veux. Si je gagne de l'argent et que je suis profitable, tout va bien, on s'en fout. Tu vois, je pourrais avoir
dans le process de data des chiffres qui sont éclatés, qui pourraient être améliorés, je suis un peu flemmard, tant que tout va bien, je m'en occupe pas. Même s'il faudrait. Si ça déconne, la première chose que je vais aller regarder, c'est est-ce que mon équipe de vente vend? Donc est-ce qu'ils ont eu assez d'appels? Si oui, pourquoi ça n'a pas vendu? Si non, pourquoi il n'y a pas eu assez d'appels? Alors, est-ce que mon funnel, il convertit des appels? Oui, non. Si mon funnel, il convertit des appels, c'est que le problème vient d'autre endroit. S'il n'en convertit pas assez, pourquoi? Quel est le coût par lead? Quel est le trafic qu'on a envoyé là-dedans? Ok, s'il n'y a pas assez de trafic, pourquoi? Est-ce que les publicités, elles tournent? Et tu vois, en fait, je pars du plus proche de moi et de ce que je veux, et je vais vers le plus loin, jusqu'à arriver à la fin aux impressions et juste au trafic qu'on a envoyé vers la page de capture. Je regarde vraiment du plus proche au plus éloigné pour trouver où est le goulot d'étranglement et où ça déconne. Et le point de départ pour toi, c'est la vente le plus proche? Ouais. Et à partir de là, tu déroules, parce que c'est vrai que là, c'est un sujet que j'ai aussi envie d'aborder à fond avec vous, c'est que là, on a beaucoup parlé d'advertising ou de publicité, c'est de faire connaître vos produits, vos services. Après, il y a le sales qui est aussi énormément drivé par les maths. Peut-être juste, Nolan, tu peux peut-être commencer à parler un petit peu toi, de ton côté sales aussi en termes de suivi. Est-ce que tu as la même aussi stratégie que Jérémy? C'est d'abord ce que tu regardes en priorité? Clairement, ce qu'il a dit, là, c'est du reverse engineering. C'est vraiment la base de tout. C'est on part de la fin, on arrive à trouver une conclusion pour expliquer le début. Pour expliquer l'intégralité du chemin. Donc là-dessus, il a fait une masterclass de tunnel juste avant, donc je ne vais pas y revenir dessus. Au niveau des sales, clairement, ça va être son taux de conversion, le nombre de minutes qu'il reste au téléphone en moyenne. Moi, je vais regarder vraiment le nombre d'appels qu'il fait. Enfin, il va le setter et le sales. Donc il y a aussi deux. C'est quoi la des différence métriques. pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le setter, il va faire un appel de découverte. Il va vraiment appel de découverte avec réservation de rendez-vous pour le commercial. Et derrière, le sales, il n'a plus qu'à décrocher. Il est certain que la personne est qualifiée. C'est important aussi. Et comme ça, il peut dérouler son speech et du coup closer derrière. Et là-dessus, ça va être du coup, comme je disais, hein, le nombre d'appels. Et encore, ça, j'ai arrêté de le faire. Mais ça va être le taux de conversion pour le closer, combien de rendez-vous il a eu, taux de conversion sur transaction, de faire attention, transaction et contact. Quand on commence à faire du sales, il y a vraiment une différence entre la transaction ou opportunité, ça dépend des CRM, comment ils appellent ça. Transaction, opportunité, tu as lead, tu as contact. Donc, tu as vraiment plusieurs niveaux de qualification du prospect. Et c'est là qu'il faut faire attention à moi, si je faisais parler mes chiffres, je dis ok, putain, trop bien, on convertit à 40%. Oui, mais sur les contacts, on convertit qu'à 10%. Donc, et c'est là où on va trouver les bonnes métriques, quoi. Donc avec moi, j'utilise Aircall pour vraiment avoir des retours qui soient vraiment très précis. Donc, ça va être la durée moyenne de l'appel. Moi, j'aime bien ça parce que c'est comme ça que j'ai remarqué que j'avais une de mes sales qui avait une meilleure introduction que les autres. Juste l'introduction lui permettait de faire des appels qui duraient au minimum 10 minutes, alors que les autres étaient environ à 5 minutes. Donc, tu vois, c'est ultra, ultra intéressant de savoir, tiens, elle utilisait ce mot-là, du coup, en fait, ou cette introduction-là. Du coup, on dit à tous les sales, tiens, attends, essayez de faire ça. Et ça a permis à tous les sales de remonter très vite leur moyenne et du coup de vendre plus derrière. Ok, c'était les sales ou c'était le setting? Non, c'était le premier c'était call de découverte? Non, le sales directement. Là-dessus, le setter, c'est vraiment, il a le travail le plus compliqué parce que du coup, c'est lui qui doit faire tous les appels pour vraiment être certain que la personne est qualifiée et l'amener à prendre un autre rendez-vous pour qu'on puisse faire le travail de conversion. Ok. Toi aussi, Jérôme, tu as ce genre de structure? Nous, on a le setting par message et derrière les appels, c'est les sales qui font les appels découvertes et qui pitch derrière. On ne regarde pas tout à fait la même chose. Le setter, on va regarder le nombre de conversations engagées et combien sont devenus des calls qualifiés, et sur ces calls qualifiés, combien sont devenus des clients. Ça nous dit est-ce que le setter il est bon pour envoyer les bons leads, et ça nous dit aussi quelles sont les sources de trafic qui marchent le mieux avec le setting. Derrière, moi, avec les sales, globalement, je vais regarder 2-3 métriques. Il y a ma métrique à moi, financière, c'est le taux de closing, donc de transformation en client, sur appel réservé. Donc les sales, ils n'aiment pas du tout quand je regarde ça, parce que ça les emmerde. Mais moi, les appels réservés, c'est ça que je paye. Je vais te l'expliquer dans une seconde. Moi, je paye les appels réservés. Sauf que dans ces appels réservés, il y a des no-shows,
donc des personnes qui sont pas venues. Il y a des personnes qui sont pas qualifiées. Il y a des personnes qui sont qualifiées, qui sont venues, mais le sales il a décidé de ne pas les pitcher parce que c'était pas facile à closer, donc on va la garder pour plus tard. Ou le sales peut avoir chié son truc. Enfin, il y a plein de trucs qui vont de c'est la faute du marketing, c'est la faute du sales, c'est la faute du prospect. C'est un peu large, tu vois. C'est souvent un peu de tout ça. Le sales, il a envie d'être mesuré sur son taux de transformation sur les prospects qualifiés qu'il a pitchés. Logique, c'est ce qui détermine presque le plus sa compétence. Mais moi, je m'en fous, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est sur les appels que je lui envoie, combien deviennent clients. Donc moi, j'aimerais qu'il en pitch plus. Ça va lui demander plus de travail, ça va lui faire baisser son taux de transformation, mais moi, c'est meilleur pour mon entreprise. Donc là encore, tu vois, je te parle de choses qui me sont arrivées par le passé. Aujourd'hui, ça nous arrive plus, on a une bonne équipe, mais où je me rends compte qu'il y a un sales qui nous dit, regardez mon taux de closing extraordinaire. Ouais, mais c'est normal, tu pitches quasiment personne. Si tu pitches que un des appel personnes sur 20... qui ont la carte bleue dans la main. C'est ça, donc en fait là t'es pas en train de faire de la vente, là tu fais de la prise de carte bancaire, c'est pas la même chose. C'est la prise de carte bancaire, dans ce cas-là, moi j'ai pas besoin de t'envoyer des calls, tu te démerdes. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça, et ça, c'est pas que les sales sont mauvais, ils sont méchants. Aujourd'hui, il y a plein d'aberrations sur le marché où il y a des gens qui vont t'expliquer ouais, les sales c'est de la chair à canon, non, pas du tout en fait. Si tu penses ça, c'est que t'es un mauvais entrepreneur. C'est juste que le sales il a des intérêts. L'entreprise a des intérêts, le service marketing a des intérêts, et si tu connais pas tous les chiffres, tu ne peux pas aligner les intérêts de tout le monde. Et moi, je fous les sales et le marketing en réunion en permanence pour aligner leurs intérêts, pour aligner leurs primes, pour aligner leurs KPI. Et donc, en fait, ils ont tous envie de faire des choses qui arrangent les autres, et donc l'entreprise prospère, et donc eux aussi. Ouais. Tu disais à l'instant que, et Nolan, si tu as aussi ce genre de sujet chez toi, je t'inviterai à le partager, c'est tu payes les rendez-vous. Je sais pas, tu l'as dit, moi ce qui m'intéresse, c'est voilà, je paye le rendez-vous dans tous les cas. Quand tu dis ça, t'englobes quoi là-dedans? T'englobes le marketing, le setter qui sera commissionné au... Comment ça se passe? J'englobe les coûts publicitaires, les coûts de création publicitaire, les coûts en termes de temps et d'équipe et donc d'argent de contenus organiques qui ont été créés, tout ce qui a permis de prendre de l'attention et de transformer cette attention en une prise de rendez-vous. Moi, j'ai des coûts en temps et en argent à cet endroit-là. Donc, en fait, il faut que les rendez-vous derrière, ils soient bien utilisés, bien optimisés. Si les rendez-vous ils sont pas qualifiés, tu vois, ça nous arrive toute l'année. Hein. Personne, elle arrive, elle est plombier. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Personne, elle a rien à faire là. Comme d'hab, elle a pas lu. Petit problème de c'est écrit partout pour les coachs. C'est pas ce genre de tuyau. Okay. Et donc, si tu veux, c'est un raté. Ça veut dire que moi, il faut que je rajoute de la friction dans mon tunnel pour que cette personne-là, elle puisse plus prendre rendez-vous. Mais à partir du moment où la personne elle fait le bon métier, où elle n'est pas sous curatelle, où elle a un âge qui fait qu'elle peut comprendre comment utiliser un ordinateur et Internet, parce que là j'ai déjà vu des aberrations pour en reparler si tu veux, c'est une personne, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument lui vendre un truc, mais ça veut dire qu'il faut absolument la diagnostiquer et voir si on peut lui parler de ce qu'on fait. Ça voudrait dire que mon rendez-vous était bien utilisé. Ouais. Ok, très clair. Et toi de ton côté, Nolwenn? C'est exactement pareil. Le point d'attention que j'ai, c'est aussi quand on offre trop de leads aux sales. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que trop de rendez-vous, c'est ça? En fait, c'est trop de rendez-vous, trop de contacts. Et du coup, le sales, en fait, il va kiffer prendre les nouveaux contacts et puis il va laisser les anciens contacts de côté. Et là, on en parlait aussi au dernier événement. C'est en fait l'argent est dans le follow-up. Et il y a ça aussi qui est important, quoi. Le coup de ce qu'il disait tout à l'heure, ok, il y a les ventes à 30 jours et 90 jours. On fait beaucoup plus de ventes à 90 jours qu'à 30 jours. Donc, si le sales, il fait pas son follow-up, derrière, en fait, moi, je lui explique beaucoup et j'insiste beaucoup sur la valeur du prospect qu'il a au téléphone. La valeur que j'ai payée, c'est pas juste un appel que tu as oublié. Non, là, c'est 150 balles que tu m'as fait perdre. Donc, 150 balles, la réservation, mais potentiellement derrière, si c'est le produit, c'est 2000. Donc, c'est important aussi de vraiment leur faire comprendre que c'est pas juste un appel qu'ils ont loupé, mais c'est tout un travail derrière et de l'argent et du temps. Okay. Donc, chez toi, c'est 150 le chiffre, c'est ça? Ou tu dis ça comme ça? Non, c'est entre 80 et 150 euros l'appel. Ok, ouais. Et toi, Jérémy? Ça a de chance, moi je suis plus cher. Hein. Moi je suis entre 150 et 300. C'est plus du make money aussi, forcément. Oui, ouais, c'est pas les mêmes niches. Il y a un truc qui est important, et là on l'a pas forcément verbalisé, mais je pense que Nolwenn il le fait aussi autant que moi, etc. Tu vois. Si on peut se permettre de secouer un peu nos équipes sales comme ça, c'est parce qu'en fait on sait à quel point leur métier est dur.
on l'a fait avant eux, et quand ils sont dans la merde, on le refait avec eux. Moi, à chaque fois que ma team sales, elle est un peu dans le dur, je remets les mains dedans avec eux. Limite, s'il faut, je vais setter des leads moi-même, je vais faire des ventes moi-même, je vais réécouter des calls avec eux, etc. Et le métier sales, c'est un métier qui est super dur. C'est aussi un métier où on voit énormément de conneries. Et en tant que dirigeant, tu ne peux pas leur demander quoi que ce soit, surtout à des métiers de performance comme ça, si t'es pas capable de mettre les mains dedans avec eux quand c'est galère. Si tu veux être respecté par ta team sales en tant que dirigeant, faut être capable d'en chier avec eux et de faire ce qu'ils font. Si t'es pas capable de faire ce qu'ils font, même à petite échelle, de toute façon, ils vont pas t'écouter. C'est eux qui se mangent tous les noms dans la boîte. Hein. Tous les jours, ils se mangent 10 noms. 30 appels qu'on fait des no-shows, ils ont un oui. Donc imagine un peu si c'était toi qui te mangeais un oui par jour. C'est dur. Hein. Donc clairement, là-dessus, il faut être ultra présent avec les sales. T'as beau avoir un head of sales qui est censé gérer. Moi, l'équipe, elles savent très bien qu'elles peuvent me trouver dès qu'elles ont besoin pour s'exprimer, quoi. Et d'ailleurs, là, vous parlez de Head of Sales, c'est à partir de quel moment, en taille d'équipe, que ce soit setter, closer, que vous avez décidé de... Alors là, vous parlez du fait que vous allez dedans en tant que fondateur, CEO, mais vous avez aussi, je crois aussi, toi Jérôme, tu as un Head of Sales, hein, c'est à partir de quel moment que ce poste-là il est arrivé chez vous, en termes de taille d'équipe? Moi, c'est une personne en interne qui a évolué. Ce qu'il faut quasiment jamais faire, hein, parce que prendre le meilleur sales et en faire un manager, c'est très souvent une connerie. Moi, c'était une demande de sa part, donc il en avait envie, il en avait la capacité, il en avait le début de compétence. Donc ça a permis de le faire ça. C'est pas parce que quelqu'un est bon en sales qu'il faut le catapulter manager. Hein. Un manager, c'est notre métier. Moi, j'avais 2 sales plus la personne en transition quand on a amorcé ce truc-là. Quasiment pareil. 3 sales, un setter. Ouais, moi c'est ce que j'entends aussi entre 4 et 6. Donc, ok. Très intéressant. Je pense qu'on va reparler de maths globalement. Mais moi, ce qui m'intéresserait peut-être de creuser, c'est d'aller voir tous les processus marketing que vous avez. Et le marketing, hein, c'est transformer un inconnu en lead. C'est de savoir quel canal vous utilisez, quelle méthode vous utilisez. Vous avez aussi tous les deux parlé d'organique sans qu'on ait on a fait que du pay depuis tout à l'heure, mais voilà, quand on rajoute de l'organique, les maths ça fout un petit peu le bordel là-dedans, quoi. C'est pas c'est pas aussi carré. Donc est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ça? Non? Ok. Si t'as les bons outils de mesure, non. Alors parlons des outils aussi alors. Ouais, je pense que c'est important, tu vois, avant même de... il y a plusieurs outils de tracking de data. Les plus connus, c'est Aeros, il y a Segmetrix, et après tu peux faire des databoards personnalisés avec Airtable, Zapier, etc. Tu peux automatiser des choses. Mais globalement, il te faut en fait ce qu'on appelle un tableau d'attribution. Il faut savoir chaque rendez-vous d'où il vient. Tu peux le faire avec Google Tag Manager, tu peux le faire avec Heroes, tu peux le faire avec plein de trucs différents. Mais c'est ce qui me permet de savoir chaque appel que j'ai dans la journée. Est-ce qu'il vient de YouTube organique, LinkedIn? Est-ce qu'il vient du profil perso de Jérémy? Est-ce qu'il vient d'une publicité? Si oui, laquelle? Et en fait, en sachant tout ça, on connaît les rentabilités des différentes sources de trafic. Et moi, par exemple, pour l'organique, imaginons, tu vois, je sais que sur les 12 derniers mois, j'ai 200-250 000 euros de ventes qui viennent d'une source YouTube organique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, ce qu'on appelle en first touch, donc la première fois qu'ils m'ont découvert, c'était sur une vidéo YouTube. Derrière, je regarde ce que me coûte ma team YouTube et je fais un ratio en fait. C'est tout. Et donc je sais que par exemple sur YouTube, j'ai un retour sur investissement de 2,5 à peu près. La seule différence avec le paid, c'est que rien ne me garantit que si je dépense 2 fois plus en team, j'aurai 2 fois plus de leads. Mais ça me permet quand même de jauger, est-ce que ma source YouTube, elle est rentable? Ouais. Et dans tous les cas, c'est que du bonus. Donc, parce que même si les parents... Enfin, tu dis le first touch, donc ils ont peut-être été recontactés avec du paid en retargeting derrière. De toute façon, aujourd'hui, on est à une ère qu'on appelle les dark socials. C'est-à-dire que même avec les meilleurs outils d'attribution, et nous on en a des bons hein, qui coûtent cher, qui sont compliqués, etc. Malgré ça, de toute façon, t'as Jean-Mi qui tombe sur ton post LinkedIn, il parle de toi à la machine à café avec son collègue qui dit attends, faut que je t'envoie sur WhatsApp la vidéo YouTube que j'ai vue de lui, donc tu vas être retargeté, et en fait ta pub il va l'envoyer à sa grand-mère, qui va envoyer par email ton post Facebook. L'attribution c'est devenu le bordel aujourd'hui quand même. Depuis iOS 14, c'est devenu compliqué. Mais il y a un point aussi, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est comment c'est super simple. Parce que là, on parle beaucoup les métriques, différents canaux, etc.
Mais l'importance aussi, c'est de maîtriser d'abord un seul canal, Facebook ou Google ou Instagram, et jamais tout mélanger dès le début. Sinon, en fait, bah, c'est là que les gens ils abandonnent en fait. Et putain, je ne sais pas quoi faire, il y a trop de chiffres, etc. Moi, j'ai commencé à faire de la pub Facebook. Quand je dis Facebook, c'est Facebook, Instagram évidemment, donc Meta maintenant. Et je me suis cantonné à faire ça pendant 1 an et demi. J'ai maîtrisé mes chiffres, j'ai dit ok, maintenant je commence Google. Et maintenant, Google est lancé. Quand Google ira bien, hop, je vais lancer TikTok. Mais tant que je ne maîtrise pas un réseau, une manière de faire, en fait, je ne vais pas aller en faire 5 parce que bah, ça va être aussi diviser mon budget par 5 sur les différents canaux, etc. Donc, c'est super important aussi de se dire, OK, moi, je m'y connais, enfin, si on s'y connaît pas beaucoup, je commence par un seul endroit, je le maîtrise et ensuite je duplique et pas 5 choses à la fois. Et pareil en organique, hein. Moi, j'ai commencé avec juste un compte Facebook perso avec mon téléphone. Ensuite, j'ai ouvert Instagram. Ensuite, j'ai ouvert YouTube. Ensuite, j'ai ouvert LinkedIn. Ensuite, j'ai ouvert la publicité, etc. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Caroline Mignot sur son podcast. On est tous là en train de dire oui, mais Alex Hormozy, il fait 70 contenus par jour sur 6 réseaux sociaux. Ouais. Et oui, mais Alex Hormozy dépense 300 000 $ par mois dans son équipe contenu. Faut juste se rappeler de ça aussi. Non, non, Alex plus Leila plus ce qu'ils appellent Mozy Media, donc ils sont entre 120 et 150 000 par personne. Ah, j'avais 20 000 balles, moi, en tête, mais ça devait être une source il y a longtemps. Là, c'est 300 000 maintenant. Ouais. Mais il y a de plus en plus de gros noms américains qui vont dans cette direction d'ailleurs. Là, enfin, organique, oui, mais ça va être via du search Google avec de la recherche intentionniste en fait. Je veux devenir prothésiste, je veux devenir. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. Tu fais de l'organique aussi, toi, Nolan? On a un compte Instagram avec sur une des formations, on a un compte Instagram. Ça nous rapporte en moyenne une vente par mois, Ok. mais c'est Ouais, pas du tout ce qui va me rapporter aujourd'hui avec les volumes que j'ai besoin. C'est pas possible, c'est pas suffisant. Et j'ai pas envie d'investir de ce côté-là pour l'instant quand je vois le résultat de la pub. Ouais, mais c'est surtout que toi et moi, Nolan, on n'a pas tout à fait le même business en fait. D'accord. Toi, foncièrement, t'es un centre de formation multi-sujet avec des profs et des experts que tu embauches pour délivrer le meilleur produit possible. En fait, toi, tu es en charge du marketing de ce centre. Alors que moi, si je suis sur un business en personal branding, où avant tout, les gens ils viennent pour Jérémy, qui a créé un produit dans lequel il a mis des coachs et ils viennent pour se former à ma philosophie. Donc moi, en organique, vu qu'ils viennent pour voir ma tête au début, bah, ça a du sens. Si j'avais que des profs en dessous et que moi j'apparais plus nulle part, bah, en fait ça aurait plus de sens. Alors moi, j'aurais quand même une question à vous poser, parce que là, vous avez le recul de plusieurs années sur tous ces sujets dont on discute. C'est si vous étiez amené à recommencer vraiment de zéro tout ce système de tracking, d'acquisition, que ce soit d'organique, de paid, et que vous ne voudriez pas recommettre les mêmes erreurs, on fait un petit feedback loop là. Si vous redémarriez de zéro, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ou sur quoi vous mettriez le focus tout de suite? Ça dépend du budget. Quelles sont mes compétences genre est-ce que je repars de 0-0 ou est-ce que j'ai mes compétences actuelles, tu vois, déjà le premier truc. Et est-ce que j'ai du budget ou pas? Est-ce que j'ai de la trésorerie ou pas? Si j'ai pas de trésorerie, de toute façon je commence en organique. C'est-à-dire que je vais prendre un réseau social, Instagram, LinkedIn, Facebook, peu importe, un des trois, cible, offre chère, créer du contenu, discuter avec des gens en MP, prendre des gens en appel, vendre mon offre, tester. Très vite, je réinvestis tout ce que je rentre au début à la main moi-même, soit en publicité pour aller plus vite, mais ça veut dire que je vais me retrouver sous l'eau très très vite, soit en équipe, et ça veut dire que au début moi je vais pas être payé parce qu'en fait je vais payer tous les autres, mais je vais travailler de moins en moins et donc je vais aller pouvoir faire du sales de plus en plus, et donc je vais pouvoir augmenter mes revenus. Mais si tu veux, moi quand j'ai recommencé quand même un publishing de zéro là en 2021, les 3 premiers mois, j'étais tout seul. Je savais qu'il me fallait une team, parce que je savais ce que je pourrais faire et pas faire à plus grande échelle. Je suis allé chercher à la main, avec le couteau entre les dents, 3, 4, 5 clients one-one que j'allais pouvoir facturer cher. Et j'ai tout réinvesti dans ma croissance en publicité et en équipe. Et en fait, si demain je recommence à zéro, je fais la même chose, tu vois. Je pense que juste tous les petits trucs de dispersion que j'ai fait, le petit produit, la publicité à 3 endroits différents, plein de consultants à agence dont j'aurais pas eu besoin, etc. Tout ça, je dégage pour gagner du temps. Mais sinon, foncièrement, je refais la même chose, hein. Je prends des gens one-one pour faire de la trésorerie. La trésorerie, je la réinvestis en croissance et en équipe. Et il y a là, hein. C'est ce que d'ailleurs Hormozy appelle one-on-one warm outreach.
Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, je pense que redémarrer de zéro, on a nous lancé la Fractional, l'entreprise dans laquelle on place des directeurs des opérations à temps partagé là, cette année. J'ai fait, j'ai fait ça, hein. Juste pour démarrer. Et puis dans tous les cas, au démarrage, tu veux pas trop de clients parce que tu veux t'assurer de pouvoir bien livrer. Mais c'est la meilleure méthode pour redémarrer ou pour lancer aussi une nouvelle offre. Dans tous les cas, c'est aussi intéressant. Toi, de ton côté, Nolwenn, tu recommences de zéro sur toutes ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais différemment? Je pense que je fais quasiment pareil, mais je gagne en simplicité dans mon process. Moi, j'aime bien les outils et en fait, j'ai mis beaucoup trop d'outils dès le début avant de maîtriser. Moi, quand j'ai commencé, le sales, j'y connaissais rien. Marketing, j'étais bon. Par contre, en sales, j'étais zéro. J'ai fait la connerie monumentale d'aller sur Salesforce. Ne me posez pas la question pourquoi, je sais pas pourquoi. L'ego, moi, je pense clairement que c'était l'ego, hein. Sauf que bah, j'ai investi une somme énorme que j'ai perdue puisque j'ai dû quitter Salesforce pour me remettre sur un autre CRM. Donc, je sais que Jérémy est encore dessus, mais un spreadsheet, c'est largement suffisant pour commencer. Et on peut faire des très gros chiffres avec un spreadsheet. Mais nous, là, on fait entre 200 et 250 000 encaissés par mois. Et on va tout doucement passer de Google Spreadsheet vers un vrai CRM. Et encore, franchement, c'est histoire d'eux, parce que c'est le pôle produit qui veut absolument, quoi. Parce que le pôle sales, ça les fait chier. Moi, Salesforce, c'est un truc, tu vois, j'ai pas de risque. En fait, moi, j'ai un principe simple. C'est que s'il me faut un consultant à 20K pour implémenter un outil, j'en veux pas. Je savais pas qu'il y avait un consultant à 20K derrière. Quand j'ai payé la solution, je fais, c'est bon, j'ai le meilleur CRM. Ouais, le truc, il date de la préhistoire, leur machin. Et ils vendent ça, c'est du IT, enfin, c'est du ticket. Ouais, voilà, quoi. Donc, c'est la seule chose que je changerais, c'est vraiment ça. Juste un spreadsheet, simplicité dans les process, et bien sûr, bah, le sales, c'est moi qui le fais. Comme j'ai fait au début, c'est moi qui vendais mes De formations. prothèse Je angulaire, faisais c'est que toi des qui femmes au faisais? téléphone. Ouais, bien sûr, pendant 3 premiers mois, c'est moi qui vendais. Et pour moi, c'est important de. En fait, je suis vraiment de l'école où je maîtrise et je délègue. La seule chose que j'ai pas faite dans ma boîte, c'est la prothésie. Mais tout le reste, marketing, sales, j'ai fait tous les postes parce que pour moi, c'est important de savoir dans quoi je te mets et de connaître un peu la pénibilité de ton travail. Parce que c'est facile, ouais, ce qu'il fait, c'est simple, etc. Ah, mais non, en fait. Moi, j'aime bien savoir qu'ok, là, tu vas galérer. Là, je sais que là, il me dit. Et là, ou bien l'inverse, c'est là, je sais, mec, attends, je l'ai fait. Là, tu me dis de la merde. Là, clairement, ça prend 5 minutes. Pourquoi ça te prend 1 heure? Donc, ça permet d'avoir cette crédibilité derrière quand on le fait soi-même. C'est vraiment mon école à moi. Tu partages, Jérémy? C'est. Ouais, 100%. De manière générale, c'est un truc, dans l'entrepreneuriat, on le comprend pas assez, mais tu le vois beaucoup dans tout ce qui est pompiers, police, armée, etc. Si tu veux diriger, faut avoir été les mains dans la merde avec les autres. Ça veut pas dire que tu dois encore l'être, parce que tu peux pas diriger si t'es les mains dedans. Mais faut avoir eu les mains dedans à un moment si tu veux la crédibilité et l'autorité et le leadership. Parce que sinon, en fait, en dessous de toi, t'as des gens qui feront le truc dur, et toi, t'es juste là en train de donner des ordres. En fait, si tu veux que tes ordres soient écoutés, il faut que les gens ils sachent que tu comprends le sujet. Et pour ça, faut avoir eu les mains dedans aussi. Et moi, je délègue pas un truc que j'ai pas déjà fait. Jamais. Alors moi, ça va être une question que je vais vous poser peut-être un peu plus globale. On va peut-être sortir un peu des chiffres ici. C'est que quand on est entrepreneur, vous le savez, hein, notre temps il est limité, même si vous êtes des forces de travail. Il y a un moment donné, voilà, allez, admettons, c'est bon, je sais que je dois mettre du setting dans ma boîte. Mais je bosse déjà 10 heures ou 12 heures par jour. J'ai pas de temps. Donc ok, je structure, je délègue, mais en gros, il y a des sujets sur lesquels on peut pas mettre les mains complètement dedans. Je sais pas, mais est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous ramenez une compétence externe? Que ce soit un consultant? Est-ce que vous recrutez pour amener la compétence? Comment vous faites ça? Moi, je dirais déjà, cut the shit, comme disaient les Anglais. C'est la base du business, c'est la vente. Donc en fait, ton temps, tu dois le passer dans la vente. Le setting, ça fait partie de la vente. Donc tu fais du setting. Euh, c'est pas négociable en fait. C'est pas pour moi, c'est vraiment pas négociable avec soi-même. C'est aller procrastiner sur attends, c'est quoi? Sur un logo. Voilà, tu vois, c'est oui, j'ai pas le temps à mettre au setting parce que j'ai mon logo à faire. Non, mais attends, tu vas sur Canva, tu tapes, moi, tous mes logos, je les ai fait sur Canva, ça m'a pris 30 secondes. Euh, c'est, ça devrait pas prendre plus de temps que ça. Sinon, je garderai le langage fleuri que j'ai en tête, mais non, c'est la vente, c'est la priorité. Donc, en fait, tous les postes où il y a de la vente, pour moi, c'est important de se former, de prendre le temps. En fait, on a le temps, en fait.
clairement, quand on est dans le business, enfin au début en tout cas, c'est rare les gens qui sont vraiment dans l'urgence. Si tu es dans l'urgence et que tu crées un business, clairement, ça va être compliqué. Si tu as besoin d'argent maintenant quand tu fais un business, ça va être très compliqué. Par contre, ok, quand tu lances un business, pour moi, c'est que tu sais que ça va prendre du temps. Tu sais qu'il y a des compétences que tu n'as pas, que tu vas devoir apprendre. Euh, et ensuite, tu te lances, tu es tout seul, tu es solopreneur. Aujourd'hui, c'est largement faisable avec tous les outils qu'on a en plus. Euh, mais ouais, c'est pas négociable, en fait. Pour moi, en fait, quand tu dois vendre, t'es pas thérapeute, t'es vendeur. T'es pas, je sais pas, t'es pas coach, t'es vendeur. Hein, je pense que Jérémy peut que confirmer ce que je dis. Donc, non, c'est trop important. La vente, la vente, la La vente, vente. c'est du coaching, de toute façon. Voilà. En fait, si tu veux, la question, c'est... moi, je vois quelqu'un qui arrive chez moi qui me dit, alors, faudrait que je mette en place du setting, mais je bosse 12 heures par jour. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu fous? Parce que si t'es en un stade où t'as pas encore de setting dans ta boîte, mais que tu bosses 12 heures par jour, je suis à peu près sûr que 75% de ce que tu fais, c'est de la procrastination positive, où tu te donnes l'impression de travailler pour te rassurer. Parce que la réalité, c'est que dans nos métiers, hein, j'entends business en ligne, formation, coaching, accompagnement, tout ça, hein, avant 20-30 cas par mois, et encore je suis sympa, enfin plus de 3 heures par jour, c'est inutile. Il n'y a pas de truc en plus qui nécessite que tu restes derrière l'ordi. Tu peux avoir besoin de réfléchir 12 heures par jour. Mais en action opérationnelle dans ton ordinateur, 3 à 4 heures par jour, c'est largement suffisant. Donc en fait, si t'es 12 heures par jour derrière l'ordi, c'est soit que t'as voulu aller trop vite et t'es blindé de clients one-one qui te prennent toutes tes heures de ta journée parce que t'as pas adapté ton offre, soit que tu fais que des trucs inutiles toute la journée. Ouais, non, tout à fait. Et il y a cette expression aussi anglaise qui dit on est là pour make it rain, quoi. C'est les ventes, et même si on les fait pas en direct, parce qu'à un moment donné on les fait plus en direct, c'est recruter les personnes qui vont le faire à la place. Et après c'est recruter les personnes qui vont former les personnes. Et c'est un cercle comme ça. Et je crois aussi que du coup quand on n'a pas le temps, mais moi j'ai envie de le dire, je suis le premier là-dedans. Hein. C'est aussi parce que on pense bosser sur les sujets qui sont importants pour la boîte et en fait ils sont pas si importants que ça. Et je crois que c'est hyper clé. Genre, dites-moi si vous avez la même chose. Hein. Moi, c'est mon détecteur à chaque fois. Il me dit ah mais pourquoi je me suis encore embarqué là-dedans? C'est pas le truc nécessaire. Voilà. Et je pense que c'est un peu ça. C'est que plus on avance dans le business, plus on se dit il y a des choses à mettre en place. Hein. Nolan, tout à l'heure, tu partageais la super bonne pratique d'avoir bossé 1 an et demi sur Meta avant de te dire on va ouvrir Google. Ça demande quand même une certaine façon de penser et d'agir, quoi. C'est do the boring stuff, quoi. Les milliardaires sont dans les business ennuyants, en fait. Donc, à bout d'un moment, en fait, tu vas t'ennuyer. S'il y a des sujets, moi, je vois ça comme c'est pas comme une fatalité, mais c'est un rite de passage, en fait. C'est un rite de passage et il vaut mieux passer par là plutôt que de l'éviter et se dire, bah, ça marche pas. Ouais, c'est génial. Mais il suffit juste de se forcer ou de se discipliner, peut-être plus que se forcer, à faire certaines tâches pour avoir les résultats qu'on a. La plupart des gens qui n'ont pas ces résultats, en fait, ils veulent faire des trucs sexy, tu vois, et ils comprennent pas ce qu'il y a derrière le business. Il y a une phrase que je dis toujours à nos clients en rigolant, je la trouve marrante et je la fais rimer, c'est Nadal, il gagne avec des coups droits et des revers, pas avec des saltos arrière. Et à un moment, c'est juste revois les basiques, tu vois. Ah ouais, non, mais ça, je connais, j'ai déjà fait. Tu gagnes combien? 2000. Ok, donc tu connais pas, en fait. Arrête de m'embêter. S'il y a des gens qui font 1 milliard par mois, qui se reposent des questionnements de positionnement, de cible, de canaux de communication, de est-ce que le message il est bon, des choses comme ça, toi, à 1500 €, me dis pas que tu connais. Et en fait, c'est les basiques, encore et encore et encore et encore, qu'on affine de plus en plus subtil, pour arriver à un niveau de subtilité de ces basiques qui fait que le débutant qui touche une raquette de tennis pour la première fois de sa vie et Nadal, ils font tous les deux des coups droits. C'est pas la même chose pourtant. Et il faut juste accepter de refaire 1 million de fois le même geste jusqu'à le maîtriser. Et en fait, c'est dans cette maîtrise qui est presque artistique des évidences et des basiques d'un business que se trouve la rentabilité. Je suis silencieux parce que je suis totalement d'accord. Il faut faire attention aux projets qui flattent l'ego et pas la trésor. Voilà, ça sera ma petite expression. Et d'aimer la profondeur dans les choses qui fonctionnent déjà et de les faire mieux, de les faire avec encore plus d'intensité et de se dire je commence quelque chose de nouveau quand ce qui marchait très très bien ne fonctionne plus, mais pas avant, ça sert à rien.
parce on a tous, que ce soit à titre personnel ou avec les équipes, des ressources limitées en temps, en focus, en énergie et en argent, je sais pas si j'ai déjà dit. Donc du coup, ouais, en fait, les possibilités sont illimitées dans un contexte de ressources limitées. Et ça, je pense que c'est vraiment ça notre enjeu en tant que CEO de bien orchestrer ça pour nous et pour les équipes. Et tout à l'heure, je mentionnais un truc, c'est que des fois, quand on regarde, allez, je vais dire des entrepreneurs successful comme vous, même si je dis ça, ça peut-être vous faire sourire, parce que vous savez encore le chemin que vous avez fait et que vous avez à faire, mais on se rend pas enfin, on n'a pas la mesure des efforts et des ressources qui sont nécessaires, mais même pas d'un ordre x2, c'est d'un ordre x10, d'un ordre x100. Donc j'aimerais un petit peu peut-être sortir une partie de notre audience aujourd'hui du rêve et faire peut-être un reset sur les attentes ou le travail nécessaire pour atteindre de tels résultats. Donc, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous partager en termes d'équipe aujourd'hui, chez vous, à quoi ça ressemble une équipe marketing, sales, parce que vous n'êtes pas tout seul derrière. C'est quoi l'organigramme, c'est quoi le budget aussi, c'est quoi les volumes qui vous permettent d'avoir cette traction aujourd'hui marketing et commercial? Alors, moi de mon côté en marketing, c'est ultra lean parce que jusqu'à maintenant, j'étais tout seul. J'étais tout seul, je commence seulement maintenant à avoir une personne que je viens de recruter là. On va travailler ensemble dessus, donc j'ai essayé d'être ultra lean, ultra efficace. Ok, j'ai une publicité qui a tourné pendant un an. Un coup de chance. Enfin, je pense qu'il y a plus de chances que de. Faut attendre un an sans chute de performance. Il y a beaucoup de chance aussi. Il faut pas, comme on dit, plus on pratique, plus on a de la chance. Euh, Maintenant, aujourd'hui, on est 14. La plus grosse partie, c'est l'équipe commerciale. Forcément, elles sont 4-5. Donc avec la aide plus les autres sales. Et ensuite, à l'équipe pédagogique avec la responsable de la formation, le mentor, la customer care. Et j'ai également encore une autre personne derrière qui va appeler pour faire les interviews des élèves. Je mets vraiment quasiment. En fait, je mets beaucoup moins en marketing que je m'en mets en pédagogie. Contrairement à ce qu'on pense, si on devait faire un 80-20, je mets 20% en marketing pour l'acquisition et tout le reste que j'ai comme dans les caisses, en fait, ça va être pour l'équipe pédagogique parce qu'en fait, l'expérience, je veux qu'elle soit exceptionnelle. Je veux mettre de l'humain, je veux pouvoir appeler. Moi, je passe beaucoup par les appels téléphoniques, que ce soit pendant la vente, mais aussi pendant la formation. On va les appeler une fois par semaine, on va prendre des nouvelles, on va les accompagner, on va vraiment aller jusqu'au bout. Donc ouais, mon organigramme, il est ultra simple. On est 14, j'ai un bras droit, 5 sales, 4 personnes en pédagogie. Et on envoie, et chacun est content chacune pardon, est bien à sa place. Et comme moi j'aime bien dire, j'ai pas l'occasion de prendre soin de mes clients. Par contre, je prends soin de mes équipes qui prennent soin de mes clients. Et pour moi, c'est mon rôle aujourd'hui et je le prends vraiment à cœur et elles le savent toutes que je serai toujours là pour elles. Ouais. C'est une déclaration d'amour, ça. Avec mon équipe, ouais, il faut. Avec l'équipe, c'est super important. Ouais. Je pense que ça fonctionne, toi, en marketing, parce que tu es une brute aussi en marketing. Et tu n'as pas forcément besoin d'agence, de prestat, etc. Puis tu es sur un canal. Peut-être de ton côté, toi, en marketing, non pas que tu n'es pas une brute en marketing, Jérémy, parce que tu es aussi une brute en marketing, mais tu as un format, vu l'organique que tu fais aussi, tu as une équipe structurée de manière différente. Ouais, moi, aujourd'hui, Column Publishing, c'est une trentaine de personnes. Sur l'organique, il y a 6 personnes. Sur la publicité, il y en a 3. J'ai 7 coachs, 3 customer care, un directeur des opérations, du back-end, de l'administratif, etc. J'ai une personne au SAV. J'ai 4 sales, un setter. Voilà, c'est à peu près. J'ai vraiment encore oublié des gens ici et là. Mais globalement, j'ai une trentaine de personnes, dont je pense moitié marketing et moitié produit, accompagnement des clients. L'équipe, tout confondu, je peux même te le chercher en temps réel, puisque j'ai ces datas de façon très précise. Les rémunérations d'équipe, ça va aller de 60 à 120 000 par mois. Voilà. Et les grosses marges, c'est parce qu'il y a des primes, il y a des pourcentages, il y a des primes trimestrielles, etc. Mais on dépense grand minimum 60 000 euros en équipe tous les mois et ça peut monter jusqu'à 100, 120. Ok. Sur l'ensemble des différents départements que tu as cités là. Ok. Ce qui m'amène du coup à une question à côté, c'est quoi votre implication? Alors justement, c'est intéressant, vous avez 2 modèles différents, mais dans vos équipes marketing et commerciales. Peut-être, Jérémy, tu peux commencer parce que tu as peut-être une équipe un peu plus
touffu et dense dans la partie marketing, mais Ouais. L'organique, je suis avec eux dès qu'ils ont besoin de moi pour caler des tournages. C'est eux qui organisent tout et qui me disent juste là on a besoin de matière. Trouve-nous une ville, un studio, un endroit, 2-3 jours et on va tourner, on va batcher pendant 3 jours. et ça c'est que du YouTube. Quand tu dis Ça, vidéo, c'est global. YouTube, ouais, Instagram aussi. Ok, c'est la même équipe? Non? Non, Ok. non, c'est une équipe différente. Publicité pareil en fait, j'ai un ads manager plus mon responsable marketing qui me disent quand on a besoin de nouvelles pubs, de nouveaux formats, de nouveaux scripts, de choses comme ça. En fait, si tu veux, moi aujourd'hui je suis à la disposition de l'équipe. Les équipes marketing et contenu ont besoin de moi tous les 1 à 3 mois pendant 3 jours. Les équipes sales ont besoin de moi toutes les semaines. Et les équipes produits, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ils vont avoir besoin de moi tous les jours parce qu'on est en train de refondre un truc et en fait, il faut que je sois ultra présent. Et il y a des périodes où pendant 6 mois, limite, je suis pas au courant de ce qui se passe et ils se démerdent très très bien. Mais globalement, moi, 80% de ma semaine, c'est mettre mon temps, mon savoir, mon argent, mon réseau, mes connexions, tout ce que tu veux, à la disposition des équipes de l'entreprise pour qu'ils puissent performer dans leur rôle. C'est ça mon job de CEO aujourd'hui. Et quand je fais pas ça, je fais du contenu, de la représentation, des podcasts, des interviews, des recrutements, des conversations avec des gens pour avoir de nouvelles idées, de la recherche, de l'apprentissage, etc. Ouais, c'est ça, c'est R&D, innovation, brand aussi finalement, en partageant du contenu. Et peut-être juste curieux, avant de te donner la parole, Nolwenn, c'est ton implication doit être sur les rituels sales, c'est-à-dire que tu as dit que toutes les semaines tu es impliqué avec eux. Dans quelle mesure? Alors déjà, j'ai un groupe WhatsApp avec toute la team sales où je discute avec eux quotidiennement. Vous parlez de quoi? Quand ils ont besoin de ressources, leurs objectifs, sur quoi ils bloquent, est-ce qu'ils ont eu une nouvelle idée, est-ce que moi j'ai une nouvelle idée. Quand ils ont des objections qui reviennent plus souvent, je vais leur faire des vidéos pour y répondre, pour les aider. Ça peut être quotidien, ça. S'ils bug sur un call qu'ils ont eu ou sur un prospect et qu'ils savent pas quoi répondre, ils vont me demander. Même s'ils ont un head of sales qui est présent avec eux quotidiennement, moi je suis là aussi. Ensuite, derrière, ils font des roleplays, des débriefs d'appel, des calls de motivation, des choses comme ça. Je suis pas là tout le temps, mais je suis quand même là assez souvent. Ok, clair. Moi, je parle à mon équipe sales tous les jours, hein, par message. Ok. Toi aussi, Nolwenn, ou c'est différent? Beaucoup plus léger, mais moi je peux vachement plus avec l'équipe sales. Enfin, l'équipe sales, en fait, moi, j'ai mon groupe Slack, on parle tous les jours ensemble. On fait deux calls en direct de Meet le lundi et le vendredi pour faire le débrief. En gros, on commence la semaine, on finit la semaine. Quels sont les insights? Donc, le 80% de mon focus aujourd'hui, il est concentré encore sur l'équipe sales constamment. Ok. Et donc, vous faites débrief, fin démarrage de semaine, fin de semaine. Est-ce que c'est toi qui vas donner le tempo pour les commerciaux, sur les objectifs ou c'est... Jusqu'à aujourd'hui, oui. Maintenant, je commence à prendre de la distance. Je fais exprès durant les appels. Encore ce matin, je fais vas-y, qu'est-ce que tu me proposes maintenant? Pour essayer de lâcher aussi et prendre un peu plus de distance et laisser un peu d'autonomie. Je trouve que c'est super important aussi de risquer de faire des erreurs sur certains points pour pouvoir avancer. Donc là, de manière consciente, ok, bah, j'ai bien une idée. Enfin, en gros, j'ai mes idées, mais je fais qu'est-ce que tu me proposes? Et du coup, bah vas-y, c'est bon, tu peux y aller avec plaisir. T'as mon appui dessus et n'attends pas de. Enfin, t'as pas besoin de revenir à moi cette semaine, en tout cas sur ce sujet-là, il n'y aura aucun souci, quoi. C'est la seule des décisions qu'elles prennent, en fait, je leur demande de juste de se poser une question, c'est est-ce que ça va nuire à la boîte? Voilà. Si ça nuit à la boîte, bah en fait, pas besoin de continuer. Si ça nuit pas, tu peux y aller. Donc, ça permet d'être beaucoup plus efficace que ah, Nolwenn, j'ai une question. Bah, tu connais ma réponse. Donc, Ce que j'aime souvent dire pour savoir si ça va nuire ou pas à la boîte, c'est d'avoir ses valeurs, hein, c'est d'avoir sa culture d'entreprise. Ses valeurs, c'est son ADN. Et si ta décision, elle rentre pile poil dans les valeurs, let's go. Si ça en dévie un petit peu, mais généralement, c'est de bien recruter les personnes sur les valeurs aussi. Bah, c'est ça qui permet d'avoir beaucoup d'autonomie avec les équipes. Top, les gars. J'aimerais aborder un dernier thème avec vous. Je vois que notre échange passe à une vitesse où on va sortir un peu des chiffres. Genre là, tu vois, tous ceux qui nous écoutent depuis le démarrage se disent ok, enfin, mais de quoi on va parler? Enfin, c'est bon. J'espère que ça vous plaît. J'ai envie de parler avec vous de posture de leader, posture de CEO, et tu vois, enfin, vous en avez déjà saupoudré un petit peu hein, dans le fait d'être au service des équipes, etc., etc. Moi, ce que j'aimerais à travers cette dernière session ensemble, c'est de montrer l'importance du leadership
Montrer aussi les différents styles de leadership, parce que je pense que vous abordez les choses différemment. L'importance aussi de travailler sur soi, mine de rien, parce qu'on est souvent le plus gros roadblock ou blocage à la croissance de la boîte. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est, depuis que vous êtes dans le game de l'entrepreneuriat, comment votre posture elle a évolué au fur et à mesure des années? Quels sont un peu les grands milestones où vous vous dites, là vraiment j'ai level up interne, de manière interne, et ça a forcément un impact sur le business derrière? Je pense que le premier truc, c'est ton évolution personnelle, tu vois. Quand tu te fais ta place au tout début, t'arrives avec une posture d'outsider. Donc en fait, t'es contre tout et tout le monde, c'est tous des cons, c'est toi le meilleur. Très très vite quand même si ça te permet d'avoir 2-3 clients, tu te rends compte que personne n'est con, que les gens ils font ce qu'ils font pour des raisons que t'as juste pas encore compris, et que probablement c'est celui qui crie le plus fort qui est le plus con en général. Et donc en général c'est toi. Quand t'as cette prise de conscience, tu dois lâcher la notion d'éthique. Parce que c'est un mot qu'on met un peu partout là, bien, mal, éthique, etc. Tu vas venir dépolariser ces concepts et tu vas te rendre compte que c'est quand même bien souvent beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Et que ceux qui se drapent d'éthique, de vertu et de morale, en général, c'est les pires. Et que dans un premier temps, on va commencer par respecter la loi à la lettre. Le reste, on verra en chemin, on va se découvrir soi-même, tu vois. Après, derrière moi, les réalisations, ça a été sur le management. Comment est-ce qu'on coach des gens? Comment est-ce qu'on les élève? Comment est-ce qu'on les fait grandir? Au début, tu arrives et tu te dis, je vais payer des gens, ils vont tout faire et ils vont le faire bien. En fait, c'est jamais comme ça. Non. La première fois qu'ils font une connerie, tu as envie de les traiter d'imbéciles. Des fois, tu vas le faire, ça va mal se passer. Tu vas te rendre compte que c'était toi l'imbécile, une fois de plus. Et tu vas apprendre à coacher les gens. Tu vas apprendre à tempérer tes émotions dans le management quand il y a une connerie qui est faite. Parce que c'est toi qui recrutes les gens, c'est toi qui les formes, c'est toi qui les manages. S'ils font une connerie, c'est ta faute. Et foncièrement, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient de Alexis Eve de la boîte Yaniro, qui m'a toujours répété cette phrase qui est les névroses du dirigeant deviennent les névroses de l'entreprise. Et en fait, le chemin de l'entrepreneur, c'est un chemin de dev perso. Donc, coach plus thérapie, minimum, plus se former au management et au coaching. Et si tu fais tout ça, tu peux déjà un peu évoluer en tant que leader. Donc toi, tu te fais coacher, tu travailles sur toi. Ouais. Ok. Obligatoire. De ton côté, toi, Nolan? Moi, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses quand j'ai commencé. Là, là, avec mon ancien parcours, voilà, moi, je suis un ancien militaire, donc ça file droit et t'as le droit de pas être d'accord, c'est pas négociable. J'ai appris que dans le monde de l'entreprise, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si seulement des fois. Mais non, clairement, comme l'a très bien dit Jérémy, le management, en fait, c'est là où j'ai dû le plus me former. Franchement, là, c'est des bouquins, des bouquins, des bouquins, et puis la pratique derrière directement. Donc, le management, c'est la clé de 90% de la réussite d'une boîte pour moi, en tout cas d'une boîte à plusieurs, avec beaucoup de monde dedans. Euh, Ensuite, avec coaching, ça depuis 3 ans maintenant, tous les ans, ça mastermind, coaching, pour pouvoir aussi partager des erreurs, apprendre des autres. Euh, c'est super, super important pour moi. Donc, non, je pense que j'ai pas envie de répéter ce que disait Jérémy parce qu'il a quasiment tout dit, mais c'est vrai que le management, ça reste quelque chose d'ultra. Même aujourd'hui, ça reste quelque chose qui n'est pas encore assez mis en avant dans une boîte, je trouve, en tant que dirigeant. Moi, je me considère aussi comme étant dur mais juste. Savent que voilà, savent que je prends toujours la bonne décision, mais qu'il faut pas rigoler à certaines choses. Donc, et avant tout, la posture du leader aussi, c'est montrer aussi ses faiblesses. Moi, j'hésite pas à dire quand ça va pas. Et comme ça, elles sont au courant. Il y a des boîtes malheureusement qui vont vraiment pas bien, les équipes elles sont pas au courant. Et du jour au lendemain, bah, la boîte à faire, mais les personnes ne comprennent pas pourquoi. Moi, mon équipe, elle sait exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est géré. Et il n'y a aucun secret dans la boîte. La valeur de la transparence chez nous, elle est permanente. Il n'y a pas de secret. Tu as une question, tu peux la poser. En tout cas, moi, tu as des questions sur la boîte. Moi, je vais te partager les chiffres dans la boîte, en fait. Voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi. Est-ce que là, on peut faire comme ça? Est-ce que là, enfin, voilà, on est vraiment dans l'éducation aussi de tous les côtés. Donc toi, vulnérabilité. Moi, je fais pareil, hein. Full transparence. Hein. Ouais. Et tu vois, ça, la transparence, tu parlais de vulnérabilité. Alors des fois, mais la transparence, c'est pas forcément être vulnérable. Hein, ça peut être aussi dans les succès comme dans les moments un petit peu chaotiques. J'aimerais bien vous entendre sur, selon vous, les attitudes, j'ai envie de dire, serviables que vous avez dans votre façon d'être avec les équipes et que vous jugez
à tort ou à raison, mais certainement à raison puisque ça a l'air de fonctionner, dont d'autres entrepreneurs pourraient s'inspirer, des choses que vous faites inconsciemment parce que c'est engrainé en vous et que du coup ça vous sert avec votre management d'équipe, ou des trucs où vous vous êtes dit, oh là, j'étais face à un mur, là j'ai vraiment dû apprendre à contourner tout ça pour que ça se passe bien avec mes équipes. Peut-être Jérémy, puis Nolan, après je te laisse réfléchir à ça. Je pense que moi, le plus gros enjeu que j'ai dû apprendre, c'est à mieux les former, tu vois. Les gens, ils arrivent chez toi pour une tâche et tu te dis, bon, c'est bon, ils savent la faire, point. Et bon, ça, c'est la première bêtise. Ensuite, tu te dis, bon, ok, ils savent pas tout à fait, mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Ok, on va le faire ensemble. On va créer des process. Je vais prendre un call avec eux, je vais les coacher sur comment mieux le faire. Je vais les coacher sur comment s'améliorer, comment faire pour que ça leur prenne moins de temps. Et peut-être que je vais trouver un formateur super qui va venir et qui va encore les faire grandir. Et en fait, faut se dire, eux, ils sont là d'une façon directe ou indirecte pour me faire gagner plus. Moi, je suis là d'une façon directe ou indirecte pour leur rendre la tâche le plus facile possible. Et il y a un truc, c'est un peu frustrant au début, mais t'apprends que c'est logique au fur et à mesure. C'est ton job de dirigeant, c'est tous les problèmes faciles sont gérés sans toi. Et toute la journée, il y a des gens qui viennent avec des problèmes difficiles, qui vont te dropper sur la tête en te disant tiens, résous-le, comme ça tu peux continuer à me payer, s'il te plaît. Et c'est notre job, c'est ça en fait, c'est ça entrepreneur. Entrepreneur, c'est celui qui récupère tous les problèmes compliqués que personne n'a réussi à gérer à la fin de la journée. Et plus vite tu embrasses ça, et plus vite tu fais monter en compétence tes équipes pour qu'en fait ils gèrent des problèmes eux-mêmes de plus en plus compliqués, plus vite t'as la paix. Et c'est vraiment, quand ils viennent chez moi avec un problème, ok, en fait, me dis pas juste ça marche pas. Ça va me fâcher très vite. C'est, j'ai ce problème, je suppose, je sais pas, mais je suppose qu'il vient de tel endroit. J'ai envisagé ces 3 à 5 solutions. Je recommande l'application de celle-ci. Voici pourquoi. Et voici de quoi j'ai besoin pour le faire. Et tu leur apprends à faire ça, en fait. Et donc, en fait, tu leur apprends à réfléchir. Tu leur apprends à oser. Et tu leur apprends surtout qu'ils ont le droit de se tromper et que peu importe de quoi ils ont besoin, tu vas leur fournir. Et quand tu as des personnes bien dans ton équipe, et sauf erreur de casting, tu en auras, bah en fait, quand tu fais ça, ça se passe toujours hyper bien. Il y a cette phrase, on aura beaucoup cité les US, je pense qu'on va pouvoir sentir qu'on est assez connecté à l'approche américaine aussi. C'est le rôle de CEO, c'est grow your leader, grow your team. Parce que de manière ultime, après, tu le disais d'ailleurs Nolan en début d'interview, le focus, il est sur l'équipe. En fait, aujourd'hui, c'est l'équipe qui fait grandir le business, qui fait grandir les clients aussi. Et donc, nous, notre rôle, avec notamment la leadership team, quand on a une à un certain niveau, c'est de s'assurer que l'équipe elle grandisse et qu'on puisse faire émerger des leaders dans la boîte. Attitude serviable de ton côté, Nolwenn, tu en as déjà partagé une, mais est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquelles tu te dis ça aide bien l'équipe? Moi, de manière assez naturelle, je suis très présent. Je suis très présent dans la boîte. Enfin, pas de manière, enfin, comment dire? Hem, Elles savent qu'elles peuvent compter sur moi, en fait. Et elles peuvent tout me partager. Elles savent qu'elles ne vont pas être jugées. Je pars toujours du principe qu'une erreur est faite de manière non intentionnelle. Donc à partir de là, en fait, j'ai pas à engueuler la personne ou à dire: «C'est pas normal, qu'est-ce que tu as foutu?» et cetera. Non, c'est OK, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette action de fait. Donc c'est vraiment dans l'écoute. Je pense que c'est vraiment ultra important l'écoute, dans notre position. Et quand on onboard une nouvelle personne, notamment chez les sales, moi j'ai pas eu un seul sales qui est arrivé chez moi que j'ai pas eu à reformer de A à Z. C'est-à-dire? C'est Bah, non, on peut je partager pense ça, que c'est intéressant. voilà, parce que ils ont beau avoir une formation déjà, c'est un peu comme une personne qui sort d'école de commerce en fait, elle sait rien faire. Tu sors d'école de commerce, enfin, tu sors d'école on va dire de plutôt de formation de closing ou et cetera. Ouais, la théorie, c'est bien. Maintenant, la pratique, c'est OK, bah, c'est faire 100 appels par jour, c'est avoir 10 personnes au téléphone et puis c'est commencer à le script, à comprendre le script, à comprendre la formation, prendre le temps, OK, de la valeur de la formation, connecter avec les équipes pédagogiques. Donc il faut avant de lancer une personne dans le grand bain, en fait, il faut d'abord commencer par le petit bain, et limite dans le petit bac avant pour se tremper les pieds là, où on va faire connaissance avec toute l'équipe, on présente à l'équipe. Il faut prendre le temps. C'est pas juste, ok, c'est bon, j'ai trouvé un commercial, c'est bon, je le lance dans le grand bain et il va se démerder. Et au bout d'une semaine, non, mais le mec, c'est de la merde. Il m'a fait 0 vente alors que moi, j'en fais 10. Ah ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche.
C'est d'abord, tu prends le temps, tu fais connaissance, tu fais les appels avec lui, avec le logiciel d'aujourd'hui, tu peux même faire des doubles appels où lui il peut t'entendre et le client ne peut pas t'entendre. Tu peux vraiment être présent en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. La clé, c'est vraiment être dans l'écoute, être présent et former toutes ces équipes constamment. Nous, on se forme tous les jours, bah, on fait profiter à nos équipes. Tiens, bah, j'ai lu ce bouquin-là. Tiens, regarde, est-ce que dans le prochain truc, tu pourrais faire ça comme ça? On va faire un appel. Réservez-vous 1 heure la semaine prochaine. Oui, il n'y aura pas d'appel, je sais. Mais par contre, on va discuter de toutes les problématiques qu'on a rencontrées, des objections qu'on a rencontrées. On va en discuter ensemble. Donc, c'est reculer légèrement, enlever 1 heure de vente pour en gagner Donc, t'as 5 la derrière. formation à l'entrée, la formation Donc, continue, ça c'est s'arrête super pas. important. Et puis même, en C'est fait, ça. même une personne qui a déjà une expérience de sales, en fait, peut-être que dans sa précédente boîte, il y a des trucs qui étaient OK qui le sont plus. Il y a des trucs qui étaient pas OK et qui maintenant le sont. Il y a des trucs qu'elle n'avait pas le droit de demander à cette personne, mais maintenant elle peut. Il y a des trucs qui sont encouragés, des trucs qui le sont moins. En fait, de toute façon, chaque boîte a ses façons de fonctionner. Chaque leader a sa façon de voir le métier de sales. Donc, en fait, de toute façon, que la personne ait 10 ans d'expérience ou qu'elle sorte d'école, de toute façon, il faudra la reformer de A à Z. Ça veut pas dire qu'elle est forte ou qu'elle est pas forte, hein. C'est juste qu'elle arrive dans un nouvel environnement, il faut la former à performer dans cet environnement. Clairement. Mais majoritaire, juste pour moi, c'est aussi assumer mes erreurs devant l'équipe, en fait. J'ai commis une erreur. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est ultra important. On fait tous des erreurs. Moi, le premier, regardez. Ici, j'ai essayé, ça a échoué. Au moins, eux, il y a une culture de l'échec aussi qui est positive. Et je les pousse vraiment à aller Ouais, dans ça ce peut être un registre-là vrai, aussi. sujet de justement, on n'ose pas faire les choses parce qu'on a peur de pas réussir. Alors des fois, même si c'est un climat d'entreprise où c'est pas puni, ou voilà, genre juste, il y a des collaborateurs qui veulent juste bien faire, qui sont bons élèves et qui vont pas prendre de risques parce que du coup, si ça marche pas, c'est un échec. Donc c'est vrai que valoriser cette culture-là, soit on gagne, soit on apprend. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit toujours chez nous. Ça aide beaucoup. En fait, l'erreur, elle doit être encouragée. Là où, pour moi, il y a un red flag, c'est la personne a fait une erreur, tu lui as expliqué, elle a compris, tu lui as montré comment faire, elle refait l'erreur, la même, exactement. Là, il y a un problème. Mais en fait, une erreur que tu fais la première fois, si toi, tu es capable de déceler que la personne elle a fait une erreur, c'est parce que toi, tu l'as faite avant. Donc si toi, tu as eu le droit de la faire, elle a le droit aussi, en fait. Ou alors, tu aurais dû mieux la former. Mais dans tous les cas, c'est ta responsabilité. Ouais, moi, je dis souvent, c'est pas une erreur d'humain, c'est une erreur de système ou de process. Alors, ça fait très. Mais ça veut dire c'est une erreur peut-être de formation, parce que si. Ouais. Écoutez, moi, j'aurais une dernière question pour terminer cet échange autour notamment de la posture. C'est. Bon, c'est parler un peu de votre hygiène. Alors, hygiène personnelle, vous inquiétez pas, je veux pas savoir si vous prenez une douche tous les matins. Mais c'est plus votre hygiène pour progresser en tant qu'être humain. Parce que en progressant en tant qu'être humain, on progresse en tant qu'entrepreneur, en progressant en tant qu'entrepreneur, on fait avancer aussi les équipes. Donc c'est quoi vos rituels, ou comment vous prenez soin de vous, de votre vous interne en tant qu'être humain? Tu fais des morning routines, Nolwenn? Non, j'ai arrêté. C'est il y a longtemps. J'ai commencé, mais j'ai dit non. Non, non. Pour moi, ça va être, je fais une marche le matin, une marche le soir. Je fais mes 10 000 pas dans la journée, quoi. Je m'y suis remis. Je me suis dit, ok, je fais 2 fois 5 000, comme ça, terminé. Beaucoup de lecture. Ça, je suis un grand lecteur. Moi, j'ai tout appris dans les livres. Et je peux que conseiller aux gens qui n'aiment pas lire, bah, en fait, lisez, en fait. T'as les livres T'aimes audio en pas lire, plus on s'en maintenant. fout, en fait. La- En plus, tu as les livres audio. Moi, je suis pas trop audio. Je suis vraiment quand c'est moi qui lis, mais bien sûr, après, j'ai pris un coach sportif tout récemment. J'ai commencé avec et ça change la donne. Donc, vraiment, en gros, c'est pour moi le bien-être de l'esprit vient par le bien-être du corps. Donc, on essaye de prendre le plus soin de soi comme ça. Je peux juste vous partager un truc sur les livres, parce que je suis aussi un grand lecteur, et puis j'ai tellement lu qu'à un moment donné, c'était plus de la. Maintenant, je lis ce qui est just in time et pas just in case, donc les trucs dont j'ai vraiment besoin. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je prends le Kindle et audio en même temps, quand c'est possible. Et en fait, le fait d'avoir ça dans les oreilles, bah, tu suis en même temps sur le Kindle, ça te force à avoir un rythme, etc. Donc en fait, l'apprentissage te fait. Déjà, tu lis beaucoup plus vite les livres. Et puis, je trouve, à mon sens, c'est pas mesuré, mais j'ai l'impression vraiment de mieux retenir les choses en ayant les deux canaux sensitifs sollicités. Donc ça, j'en ai fait cet été. C'est pour ça que je parle avec expérience. Donc livre, et donc dans tous les cas, tu te formes en fait, hein, que ce soit livre ou tes podcasts aussi un petit peu. Ou pas, moi. Moi, ouais, j'en écoute quelques-uns, mais ça reste
beaucoup moins efficace pour moi qu'un De toute façon, il n'y a livre. que structure que tu écoutes et puis le reste. Et toi, Jérém? Sensiblement la même chose. Sport, marche, apprentissage quotidien. Je pense que je dédie 2 à 3 heures par jour à me former. Je marche entre 10 et 20 000 pas par jour. Et je fais du sport 3-4 fois par semaine. Avec plus ou moins d'intensité ou selon les périodes, tu vois, ça dépend. Mais globalement, en fait, le fond du truc, c'est le mouvement, tu vois. On est assis toute la journée derrière des ordi. C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour l'esprit. Moi, je marche énormément, je fais énormément de mes réunions en marchant avec le téléphone. Google Meet, ils ont un mode déplacement. Donc en fait, ça coupe la caméra, ça coupe tout à part le son. Et en fait, ça marche très bien, tu vois. Moi, il y a plein de réunions, je les fais en marchant. Et donc, je marche beaucoup, que ce soit solo ou avec mon fils en portage, comme ça fait de la marche lestée. Tu vois, c'est bien, c'est ce genre de gilet lesté, tu sais, qui gigote si t'arrêtes de marcher. Ça te force à marcher. Et non, voilà, c'est ça. Je pense que c'est le mouvement, le cœur du sujet. Et après, faut pas oublier quand même, parce qu'on a des métiers très prenants, un peu de divertissement. Peu importe ce que toi tu mets derrière le divertissement, c'est chacun le sien, tu vois. Moi, ça peut être boire un verre avec un copain, ça peut être grignoter devant une série avec ma femme, ça peut être traîner au lit en matant South Park, on s'en fout, tu vois. Mais il faut aussi faire des trucs qui, foncièrement, ne servent à rien si ce n'est le plaisir de le faire. Et je pense que c'est bien pour l'hygiène mentale. Comme les Lego, par exemple, Nolwenn. Hein, on les voit derrière ton écran. Et je crois que c'est notre truc à nous, ça aussi. Ah ouais, là, je m'y suis mis cette année. Ouais. Je m'y suis mis cette année. Ouais. Je me suis mis les Lego, ça fait du bien. Bah, comme je disais, t'as un début, il y a une fin, quoi. Contrairement à ce qu'on fait Ouais. tous les jours, Bon, où ça après, quand s'arrête t'as fini jamais. un Lego, t'en rachètes un deuxième derrière. Donc bon. Ça finit par coûter Ouais, cher ouais. aussi. Bah, écoutez, les gars, c'était exceptionnel. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous et de votre actu, dans le sens où vous partagez sur quoi vous bossez en ce moment, ou si vous avez des choses que vous êtes en train de sortir. Et puis, naturellement, parce que après avoir passé ce temps ensemble, on va vouloir savoir, mais où est-ce que je peux suivre Nolwenn, où est-ce que je peux suivre Jérémy. Donc, c'est le moment un peu promo. Jérémy, là, je te lance, et puis Nolwenn, tu termineras. Niveau actu, moi je pense que les deux plus grosses actus qu'on a en ce moment, c'est alors le produit qu'on appelle le Mastermind, mais c'est pas tout à fait un Mastermind au sens de comme vous le faites chez Square, tu vois, parce que c'est moins centré autour du présentiel et de l'événement, etc. Mais on est quand même sur un niveau Mastermind avec certaines choses comme les hot seats, le groupe, etc., les événements. Mais globalement, c'est notre produit back-end, donc c'est notre produit le plus avancé. Sauf qu'en fait, il est hybride, il n'est pas tout à fait Mastermind. On a une partie formation sur comment on scale une activité de coaching, de machin, des trucs comme ça. Et une partie présentielle, une partie hot seat, Mastermind, donc ça qu'on est en train de développer. Et avec notre Head of Sales, on est en train de développer aussi un programme pour se former à la vente, justement, pour devenir meilleur en vente. Donc ça, je pense que c'est nos deux plus grosses actus du moment. Trop cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que t'es un peu partout avec ton organique, là. Hein. Ouais, moi tu tapes Jérémy Coleman sur n'importe quel réseau, sauf Twitter et TikTok, où je fous pas les pieds, mais sinon je suis partout. Ouais. Donc voilà, si vous êtes plus LinkedIn, allez voir les posts. Si vous êtes plus podcast, écoutez. YouTube aussi est très très bon. Et Insta. Trop bien. Nolan, de ton côté, c'est quoi l'actu et comment on peut te suivre? Yes, moi l'actu là, c'est refonte totale de notre site principal. Donc jeuxform.io fait peau neuve dans les prochaines semaines, donc plutôt cool. Après, de nouvelles formations qui vont arriver, donc toujours dans l'esthétique. Donc voilà, c'est important. On reste dans les mêmes niches. Et puis bah, de toute façon, moi je suis plutôt sur Instagram, donc sur Instagram c'est juste Yann Nolwenn. Et puis tranquillement, on peut venir me parler. Je suis Ok, ouvert. trop cool. Et puis petite actu perso, voilà, importante. Voilà. Oui, le mois prochain, c'est pas la peine Non. d'essayer. Je serai pas, On va je dire, serai on n'était pas disponible. sûr de faire cet enregistrement et je suis bien content qu'on ait pu le faire avant l'heureux événement. Nolwenn, Jérémy, c'était un grand plaisir. J'espère que dans vos oreilles... Merci pour l'accueil. Grand plaisir. J'espère que ça vous a apporté énormément de valeur, que les mathématiques maintenant ne sont plus un secret, et même c'est une matière dans laquelle on a envie d'aller faire ses Google Sheets, d'aller rentrer tous les jours les données, parce que c'est la clé des business qui scalent et avec sérénité. Donc merci les gars. Merci à toi. À très vite. Merci.